Hey, salut à tous et à toutes, c'est The Boy in the Bedroom. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Écoutez, moi, ça va plutôt pas mal parce que je viens d'aller voir un film vraiment, vraiment, vraiment pas mal du tout. C'est Civil War, le quatrième film de Alex Garland. Du coup, alors je sais pas si ça a été produit par A24 parce que je sais pas encore si A24 s'est lancé dans la production. Je sais qu'ils vont le faire, mais je ne suis pas sûr. Je pense qu'il reste que distributeur ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un de leurs projets de distribution ou de production, j'en sais rien, mais qui est assez cher parce que je crois qu'il a coûté 90 millions, donc c'est leur premier gros film, on va dire, quasiment en blockbuster hein, pour l'échelle d'A24, parce qu'A24 font plutôt des films indépendants, enfin même pas plutôt, c'est leur marque de fabrique des films indépendants. Et là, du coup, ils arrivent avec un film qui pour moi reste un film indépendant, mais qui est quand même d'après les promotions qui ont été faites, notamment avec le marketing, tout ça, on essaye de vendre ce film comme un film de guerre un peu classique, comme un film de guerre un petit peu bourrin, ce qu'il va plutôt être dans la troisième partie du film, et d'ailleurs ça va être un peu mon reproche par rapport à ce film-là, mais de manière globale, de manière générale, comme c'est Alex Garland de une, en fait c'est un film d'auteur. Pour moi, voilà, enfin, on ressent quand même la marque de Garland, quand même, surtout de Men. Je comprends maintenant pourquoi il a essayé d'associer les deux au niveau de. C'est quasiment. C'est presque une sorte de diptyque esthétique parce que dans Men, il y avait beaucoup la présence, enfin l'omniprésence de la couleur verte, et là c'est exactement la même chose. Il y a l'omniprésence de cette couleur verte. Vous avez, enfin, j'ai vite fait, bon, c'est pas des pistes interprétatives parce que j'ai pas eu le temps d'analyser profondément le film. Là, c'est une critique à chaud que là, je rentre du cinéma, il est 23h54, donc là, ça va être juste une critique un petit peu, comment dire. D'ailleurs, j'ai mis un micro, je sais pas si c'est mieux ou pas. Vous me direz, je sais pas si vous le voyez. Je sens que c'est un vieux micro que j'ai acheté pour. Pardon, excusez-moi. C'est un vieux micro que j'ai acheté pour une vieille caméra d'il y a longtemps. Donc un vieil appareil photo, donc ça fait un lien aussi avec les appareils photo qu'ont les personnages dans ce film-là. Bon bref, juste pour donner mon avis à chaud, j'ai vraiment bien kiffé, franchement j'ai vraiment adoré, mais ce que je trouve vraiment dommage, c'est quoi pour moi, le film m'a un petit peu perdu lors du troisième acte, je vais y revenir, vous inquiétez pas. Mais donc juste pour, avant de me lancer dans la critique, juste pour vous donner un petit peu, comment dire, mon rapport par rapport à ce réalisateur, bon ça fait beaucoup trop de rapports dans la même phrase, mais c'est pas grave, voilà, pour vous représenter entre guillemets un petit peu la tâche que j'ai par rapport à ce réalisateur, il faut savoir que voilà, j'avais découvert du coup son. Je crois que j'avais découvert ce réalisateur avec Annihilation, mais à l'époque j'étais pas trop à fond dans le cinéma donc je ne m'intéressais pas forcément au réalisateur, donc je l'avais eu sur Netflix un petit peu comme tout le monde, je pense. Bah, c'est pas comme tout le monde, il était sur Netflix. Et donc j'avais trouvé un petit peu ce film bizarre parce que forcément, ouais, c'est aussi un film d'auteur et c'est un film qui est assez spécial et qui à l'époque ça sortait un petit peu comment dire des propositions habituelles que faisait Netflix, donc forcément voilà, quand tu es sur Netflix tu t'attends pas à voir ce genre de propositions. D'ailleurs c'est dommage qu'ils font plus ce genre de propositions parce qu'à l'époque Netflix laissait des artistes s'exprimer, bon malheureusement c'est plus le cas, mais bon bref, de manière générale il y avait quand même des trucs un peu bateaux et classiques et lambda et populaires on va dire de manière générale sur Netflix. Là d'un coup tu tombes sur une nation, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre parce qu'il a quand même un style assez particulier, Alex Garland. Je trouve que quand même ses films, de temps en temps, ont une certaine, je sais pas trop, ouais, c'est une forme de froideur. Beaucoup d'artistes ont des fois une forme de froideur dans leur cinéma. Je pense notamment à, merde, j'ai perdu le nom. Enfin, des artistes plus masculins, j'aimerais dire, mais notamment David Fincher ou même, merde, putain, je suis désolé, j'avais un autre nom en tête, mais je l'ai oublié. Mais c'est pas grave, au pire, ça me reviendra plus tard. Bon, bref, ça me reviendra plus tard. Mais certains artistes, voilà, ont un petit peu cette approche du cinéma un petit peu en distance. Denis Villeneuve aussi, c'est pareil, avec Dune, c'est exactement la même chose. Il a un cinéma qui est assez distant, qui est assez froid. En même temps, Denis Villeneuve, c'est quelqu'un qui vient du documentaire, si je dis pas de bêtises. Bon, bref, là, je pars complètement en cacahuète, mais c'est pas grave. Donc, bref, du coup, je l'avais découvert avec Annihilation, que sur le moment, j'avais pas trop aimé, mais je pense qu'il faut que je le revoie parce que je pense que c'est un film qui est plutôt intéressant. Mais j'avais bien, par contre, pour le coup, j'avais adoré le climax d'Annihilation. Il y a quelque chose de très existentiel finalement de se battre avec une forme de vie extraterrestre mais qui en même temps nous ressemble et qui est en même temps difforme et tout. Et puis la musique du film, je sais plus qui l'a faite, mais elle était magistrale, je trouve. C'est pas le genre de truc que je retiens, les musiques dans le film, mais vraiment cette musique d'Alien là où ça fait. Vous voyez, cette espèce de son, enfin, vous voyez, je l'ai retenu, c'est pour vous dire. Alors que la musique, c'est pas forcément mon trip de base, mais bon, bref. Il y avait quelque chose de vachement intéressant, de vachement spécial. J'ai regardé du coup Ex Machina que j'ai pas forcément kiffé. Il y a beaucoup de gens qui ont accroché avec Ex Machina, mais moi c'est pas le genre de film que j'ai. Enfin, c'est un bon film, attention. En fait, je trouve qu'il a fait que des bons films, Alex Garland.
Mais Ex Machina, c'est celui que je préfère le moins, par exemple. Même si, en fait, je trouve que en fait, le concept du film m'a pas forcément intéressé, cette histoire d'IA, de machin, tout ça. En fait, j'étais plus intéressé par la fin du film, quand l'IA allait dans le monde réel, et qu'elle faisait une espèce d'invasion, c'est pas une invasion extraterrestre, mais une espèce d'invasion secrète, littéralement, voilà, elle se fait passer pour quelqu'un d'humain. Et là, je trouvais ça intéressant, justement, à la fin. Alors qu'en fait, c'est vraiment la fin du film. Mais bon, bref. Mais du coup, voilà, tout le film, j'avais pas forcément trop été attiré ce questionnement de l'IA, le fait de copier l'humain, etc. Ça m'intéressait pas plus que ça. Enfin bon, bref. Mais bon, enfin bref. Et Men, pour le coup, j'avais adoré. Donc lui, c'était un film qui est sorti en 2020, je sais plus. 2021, 2022. Attendez, je vais vérifier. Je veux pas dire de bêtises pour ce film-là. Euh, 2022, c'est ça. Donc c'est un peu le mal-aimé de Garland, mais moi c'est celui que j'ai préféré, vraiment. Men, j'adore ce film, il faudrait que je le revoie aussi. C'est un film qui est très beau, très 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 esthétique, très très artistique, très... Ça va très loin dans son délire en fait, ça reste quand même un film très spécial. Et il y a beaucoup de gens qui ont vraiment pas aimé ce film parce que c'est vrai qu'il est quand même très particulier entre le début du film qui est très contemplatif et qui nous met vraiment dans la tête de ce personnage de Harper qui est complètement perdu. Et j'adore toutes ces séquences qui peuvent paraître inutiles, mais on la voit se balader dans les chemins et en fait être perdu littéralement et rien faire. Et je trouve que on retrouve de temps en temps cette notion-là d'être. Bon, en fait, ils le disent littéralement dans le film, dans Civil War, du coup. Ils le disent un petit peu de temps en temps. Voilà, le personnage a une crise existentielle, elle est un petit peu perdue dans sa vie. Et on dit littéralement qu'elle a perdu foi en le métier qu'elle faisait, mais donc en l'art aussi, parce que ça reste de l'art quand même, finalement. Foi en l'humanité, foi en sa propre humanité, finalement aussi. Enfin, bon, bref. Foi en l'humanité de l'Amérique aussi, parce que voilà, elle pense, comme, elle dit, comme dit le personnage de Lee, elle pensait que, 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 que son travail et que toute sa vie aurait permis d'éviter ce genre de catastrophe, alors que finalement ça arrivait à ses portes. Enfin bon, il y a quelque chose de très intéressant là-dedans, je trouve. Mais bon, qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, voilà, je disais que Men c'était un film très spécial, et notamment la fin qui est très graphique et qui est extrêmement répétitive aussi, qui fait presque, comment dire, un petit peu spectacle très, très contemporain, vous savez, ou si vous êtes vraiment pas dedans, ben, en fait, vous êtes complètement à côté de la plaque et ça peut être limite très malaisant à regarder tellement vous êtes loin du délire artistique. Mais bon, bref. Mais moi, j'avais vraiment adoré ce film. Il y a beaucoup de gens qui trouvaient que c'était un film. Bon, c'est un film quelque part contre les hommes, j'aimerais dire, entre guillemets, mais pas contre les hommes de manière générale, mais contre les. euh, Comment dire? Enfin, si, en fait, le film s'appelle Men, mais il y a des gens qui se sentent jugés, enfin il y a des hommes notamment qui se sentent jugés par le fait que c'est un film qui pointe du doigt des prédateurs sexuels masculins ou des hommes à la dérive sexuelle et qui en tout cas, au lieu d'avoir un cerveau ici, ont une énorme bite et du coup font n'importe quoi euh, et qu'ils agressent verbalement ou physiquement des femmes ou d'autres personnes de manière générale. Mais bon, dans ce cas-là, ça parle quand même de relations homme-femme. Mais moi, ce que je trouvais très intéressant et très juste, et ce qui justifiait tout le propos du film, déjà, moi, je m'en bats les couilles qu'on critique les hommes pour ça, parce qu'il n'y a que les hommes pour faire ça, on est d'accord. Vous regardez sur Internet, c'est statistiquement prouvé. Il y a que les hommes pour être... Enfin, les hommes ont tendance à être plus violents, ont tendance à faire plus de viols, ont tendance à... Enfin bref, à être plus animal de manière générale, donc c'est statistique. Et en soi, pour moi, Alex Garland, même si dans son propos métaphorique, parce que dans le film de Men, le concept même du film Men, c'est que tous les hommes sont les mêmes physiquement, et donc qu'ils sont tous pareils, donc entre guillemets c'est tous des prédateurs sexuels qui veulent te niquer. C'est ce que dit quelque part le film, mais en surface, parce que finalement on se rend compte que Harper c'est un personnage qui est traumatisé par son ex-copain, ex-mari, traumatisé par la mort de son ex-copain, mais bon bref, et d'ailleurs cet homme-là finit par la hanter pendant tout le film, et c'est ce qui se passe à la fin. En fait, tous les hommes finissent par se révéler comme être son défunt mari, mais qui la hante comme une sorte de fantôme un petit peu. Et puis même la maison dans laquelle elle se trouve, elle fait assez gothique finalement, mais c'est dans des campagnes anglaises, mais ça fait assez gothique. Il y a un délire un peu, même le fait que ça se passe en Angleterre et pas en Amérique, ça fait un petit peu nouvelle je sais pas moi, je connais pas trop ce délire, mais peut-être d'Agatha Christie ou d'Edgar Allan Poe, j'en sais rien. Il y a un truc, voilà, ouais, très, quasiment gothique par rapport à cette fable horrifique, même elle a des robes des fois et tout machin, donc il y a quand même quelque chose de vachement
Même il y a un prêtre et tout. En fait, on a l'impression que le film ne se passe pas au jour d'aujourd'hui. On pourrait presque se dire voilà, que c'est un film d'époque. Donc voilà, assez. Je sais pas d'autres termes encore une fois, mais assez gothique, je trouve. Mais donc voilà, en fait, tous ces hommes représentent le fantôme de son traumatisme. Attendez, excusez-moi, je vais mettre pause. Euh, donc oui, excusez-moi, désolé, ça fait 10 minutes et j'ai toujours pas parlé du film. Donc alors, qu'est-ce que je disais? Oui, donc je parlais de Men, et je disais donc que pour moi c'était logique que le film peignait les hommes de cette manière, tout simplement, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas représenter les hommes de cette manière, parce tout le film en fait est une métaphore du point de vue de Harper, changé par celui de son ex-mari quelque part. Parce qu'au fond, dans le film, on suit. Déjà, le film en soi n'est pas réaliste, n'est pas du tout réaliste, c'est un film qui est vraiment ouais, fantastique, et encore une fois, tout le film est une sorte de métaphore en fait du traumatisme de Harper, donc du coup, moi je trouve ça logique qu'après le trauma qu'elle ait subi, et donc l'espèce de culpabilité qu'elle a envers elle-même finalement, par rapport à la mort de son mari, etc. Un mec qui était toxique et tout, machin, enfin bon, bref, toute cette histoire, pas revenir là-dessus. Donc tout ça pour dire que je trouve ça logique qu'elle perçoit tous les hommes qu'elle rencontre comme des fous furieux, des maniaques, etc., etc., des hommes toxiques et tout machin. Bah, c'est logique quoi. Et la vérité c'est que si j'étais à la place de ce personnage, bah, je verrais les choses de la même manière en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est une question de logique. On a tendance à euh, assimiler ça à tout le monde en fait, ça nous arrive, je suppose. Alors qu'en fait c'est une fausse vision quelque part, hein. C'est une vision qui est quand même assez erronée, hein, mais en attendant c'est une forme de... C'est quelque part une forme de vérité pour le personnage. Et encore une fois, statistiquement, si on regarde objectivement, pour moi c'est une forme de vérité aussi. Je pense pas que le film voilà, dit... Bon après, voilà, ça c'est mon avis, mais je ne pense pas que le film dit oui, tous les hommes sont des cons. Il dit les hommes sont euh, les personnes qui sont potentiellement plus capables de devenir connes en fait. Bon bref, j'en sais rien, mais bon bref, c'est pas le sujet. Mais bon, bref, j'avais totalement adoré Men, que je trouve vraiment très 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 sympathique. C'est vraiment un très bon film d'horreur, très, très original finalement dans le paysage cinématographique actuel. Bon, je conseille fortement. C'est un film qui est très ésotérique, ouais, vraiment très, 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 très hors du temps, très, très métaphysique finalement. Bon, bref, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, revenons du coup sur Civil War, donc dernier film d'Alex Garland qui est sorti aujourd'hui, en tout cas en France, le 18 avril 2024. Je parle un peu plus doucement parce que je suis pas tout seul chez moi. Bon, donc alors qu'est-ce que je disais? Je suis un peu perdu. Donc Alex Garland du coup revient avec un film du coup sur la guerre civile. Alors moi, bon je vais spoiler, ne vous inquiétez pas. Enfin si, inquiétez-vous si vous n'avez pas vu le film, sinon voilà, mais en tout cas sachez que je le conseille, donc vous pouvez aller le regarder sans problème. Alors pour ceux qui s'attendent à voir un film d'action classique, bourrin, un peu, vous savez, les films de guerre sur les plateformes de streaming, la Prime Vidéo, tout ça, là, avec des mecs dans l'Iran et tout machin. Si vous attendez à voir un film de guerre basique, bateau, pas très intéressant, et un peu sans prise de tête, entre guillemets, on voit juste des gens se tirer dessus sans propos particulier, n'allez pas voir ce film, ça va vous déplaire, vous allez trouver ce film lent, vous allez trouver ce film un petit peu, finalement, avec peut-être un petit peu trop de propos. Euh, je pense que ça ne vous plaira pas. En tout cas, pas totalement. Parce que c'est un film qui est beaucoup plus artistique. Je comparais ce film voilà, un petit peu au Sicario de Denis Villeneuve. C'est pas du tout la même chose, mais en soi, Sicario c'est un film de guerre assez artistique. Et finalement, c'est assez rare de nos jours. Et je mettrais. Civil War est quand même moins artistique que, que le Sicario de Denis Villeneuve. Mais voilà, ce que j'aime beaucoup avec ce film, en fait, c'est qu'il mêle vraiment, et ça j'adore, c'est qu'il mêle vraiment horreur et beauté. Et cela de manière thématique et cela de manière esthétique. Par exemple, il y a un truc qui est tout con, je parlais tout à l'heure de la couleur verte et de la nature de manière générale. La couleur verte était énormément présente euh, dans Men, et elle était représentée par le biais, enfin elle était présente par le biais de la nature. Parce que le personnage d'Harper allait dans la campagne anglaise, etc. Et donc vous avez des fois tous ces plans magnifiques et majestueux sur les plaines anglaises. Donc vous avez l'herbe verte, vraiment verdoyante, très 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 flashy, très claire, très saturée, mais elle fait pas fausse, vous voyez ce que je veux dire? Les arbres, etc. etc. Et bien dans Civil War, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, c'est même comme ça qu'a écrit la police du film, en verte, Civil War.
Et puis d'ailleurs, c'est assez intéressant, ils ont représenté les personnages en vert avec, vous savez, les petits soldats là, comme dans Toy Story, c'est vachement intéressant, je trouve ça stylé comme délire. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils écrivent à 24. D'ailleurs, ils n'avaient pas pensé à ça au début, donc je pense qu'ils y ont pensé un peu au fur et à mesure du marketing. Bon, bref. En fait, j'ai l'impression qu'ils avaient du mal à trouver leur identité, notamment au niveau de la police du titre et tout, machin. J'ai l'impression qu'ils galéraient un petit peu, c'était un peu moche dans les trailers, mais bon, c'est pas grave. Bref, tout ça pour dire que. Oui, donc la couleur verte, voilà, elle est énormément présente dans le film, notamment parce qu'en fait, pour ceux qui ne savent pas, en fait, de manière générale, c'est comme ça que les trailers le vendent, mais en fait, c'est un road trip. Ce film est vraiment un road trip, et donc vraiment pendant les deux tiers du film, peut-être même un petit peu plus, on passe notre temps dans une voiture, dans la forêt, quoi, dans des campagnes et tout machin. Donc déjà, esthétiquement parlant, finalement, ça ressemble assez pas mal à Amen. Alors, c'est beaucoup moins stylisé que Men. Men, c'était un film qui était très posé, très stylisé, qui se voulait quand même très beau visuellement. Là aussi, il y a cette thématique, enfin, il y a ce jeu entre la beauté et l'horreur, parce que Men, c'était assumé comme étant un film d'horreur, mais finalement, Civil War est aussi une forme de film d'horreur. Parce qu'en fait, on a un schéma. D'ailleurs, c'est un des points négatifs aussi que je trouve du film, c'est qu'en fait, ce schéma, enfin, il y a un schéma scénaristique, enfin, dramaturgique qui se répète. C'est-à-dire que vous avez voyage en voiture, une scène perturbante, voyage en voiture, une scène perturbante, voyage en voiture, une scène perturbante, et ça continue comme ça, mais en même temps c'est quelque part logique, mais du coup au bout d'un moment on n'a plus trop de surprises par rapport aux événements qui se déroulent, voilà, on suppose qu'à chaque fois qu'il s'arrête il va toujours y avoir un truc un peu étrange, etc. etc. Donc finalement on n'est pas trop perturbé par ce qui se... Peut-être... Enfin, au bout d'un moment ça devient un petit peu systématique, donc c'est ce que je trouverais un petit peu dommage, mais en même temps j'y réfléchis, et c'est peut-être un point positif aussi, parce que ça pourrait représenter le fait que il y a une espèce de boucle qui se crée scénaristiquement et qui représente en fait le fait que les personnages, malgré leur avancement, ils ne sortent jamais du danger. Et peut-être même pire encore, un petit peu comme les 9 cercles de l'enfer de Dante, mais ils rentrent au fur et à mesure dans quelque chose de beaucoup plus horrible et de beaucoup plus tragique, de beaucoup plus monstrueux, etc. etc. Et d'ailleurs, ça nous le dit un petit peu dans le film. C'est ce que dit Lee et dit oui. Ce que tu viens de voir, en fait, au premier arrêt, il se passe un truc un peu chaud et tout. Et elle lui dit ouais, mais ça c'est rien comparé à ce qui va venir après. Donc d'ailleurs, ce que je trouve un petit peu étrange, c'est que le film quand même comment dire, Garland enfin explore beaucoup ces thèmes à travers les dialogues de ses personnages. Alors moi j'ai pas vraiment de souci avec ça, mais des fois c'est un petit peu embêtant parce que finalement les personnages n'ont pas trop de, enfin, ils vont droit au but quoi. Je veux dire, finalement ils ont pas tant que ça de caractérisation et lorsqu'ils ont de la caractérisation, c'est pour expliquer les thématiques et les parcours des personnages. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est-à-dire que vraiment par moments les personnages explicitent vraiment le film. Voilà, là, vous l'avez vu depuis le début de la critique, un petit peu je cite les personnages pour argumenter mes propos. Parce que finalement mes propos sont venus des arguments, des dialogues des personnages, parce que en fait toutes les idées un petit peu thématiques ressurgissent vraiment depuis la bouche des personnages. Donc, je trouve ça un petit peu bizarre parce que les personnages passent leur temps à se dire oui mais nous on prend juste des photos, on ne critique pas, on n'a pas d'avis, mais en fait ils ont un avis sur tout de manière générale. Et c'est ça qui est assez étrange, en tout cas sur le film lui-même. Donc c'est un petit peu bizarre, quelque part. En fait, c'est un peu contre-intuitif parce qu'on part du principe que lorsqu'on prend une photo, enfin c'est ce que disent les reporters de guerre, en tout cas, enfin, là dans ce cas-là, Lee c'est ce qu'elle dit, donc c'est ce que disent les personnages. Oui, nous on prend des photos, on ne juge pas, juste on, on capture les choses et c'est aux gens de se poser des questions. Sauf que ce qui est un petit peu ridicule là-dedans, c'est que, je vous apprends peut-être rien, mais lorsqu'on prend une photo, on a un point de vue qui est imposé. On n'a pas, c'est pas possible de prendre une photo de manière extrêmement objective. C'est pas possible. Et même lorsqu'on veut être le plus objectif possible, on le fera jamais. Parce que c'est comme ça, on peut pas s'en rendre compte, mais au fond, à partir du moment où vous appuyez sur le bouton pour prendre une photo ou pour filmer, c'est exactement la même chose d'ailleurs, les deux sont pareils, mais je dirais que c'est peut-être même pire en photo, parce qu'en photo, vous devez capturer un instant T. Alors qu'en vidéo, vous capturez 24 images par seconde, même peut-être plus, et donc vous avez la possibilité de, 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 de faire une continuation, comment dire, vous pouvez capturer l'image en réel en fait, si vous voulez, voilà. Une continuation dans le temps, il y a une longévité dans l'image qui peut s'étendre, 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 s'étendre. En fait, selon la batterie que vous avez, vous pouvez filmer pendant 24 heures, peut-être un mois, j'en sais rien. Voilà. Alors que quand vous prenez qu'un cliché, lorsque vous voyez, quand vous filmez, vous avez un point de vue sur quelque chose, mais ensuite vous dites, ah ben tiens, j'ai envie de filmer ça, ben vous tournez et vous avez capturé tout ce qu'il y a entre, ça. Donc il y a une infinité de possibilités. Mais même là, il y a un point de vue qui est restreint, mais vous avez quand même
un point de vue qui est plus ouvert, alors que lorsque vous prenez qu'une photo, le point de vue est beaucoup plus refermé parce que vous choisissez de prendre en photo ce que vous prenez en photo et vous choisissez d'obstruer tout le reste. Enfin bon bref, il y a un choix en tout cas qui est fait. Un choix de mise en scène finalement, un choix de point de vue, un choix de mise en scène, un choix de démonstration finalement. Bon bref. Et c'est d'ailleurs ce que fait Lee lorsqu'elle prend ses photos, elle les prend en noir et blanc. C'est un choix en soi. Est-ce que c'est, on pourrait dire oui, mais c'est pour décoloriser, pour pas qu'on voit le sang, pour éviter que ça soit pas trop choquant. Je dis ça parce qu'en fait, Lee, c'est une débutante. Je pense qu'il y a deux choses. Enfin, je pense qu'il y a deux explications par rapport à ça, par rapport au noir et blanc. Euh, la première, c'est que ça fait des photos plus jolies. Et donc souvent, les débutants commencent par prendre des photos en noir et blanc parce qu'en fait, même si l'exposition est un petit peu mauvaise, en fait, ça rend tout de suite les images beaucoup plus esthétiques, le noir et blanc. Voilà, c'est prouvé. C'est beaucoup plus facile à gérer au niveau de la lumière, au niveau de l'exposition, etc., etc. Bon, je ne m'y connais pas trop, mais en tout cas, vous verrez que c'est naturellement beaucoup plus esthétique. Voilà. On a cette, je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, on a cette idée de se dire que les photos en noir et blanc c'est beau, mais voilà, ça fait partie du beau, en tout cas, ou des codes du beau. Donc en fait, c'est une manière plus astucieuse de rendre ces photos jolies lorsqu'on n'y connaît pas forcément grand chose en photo. Voilà. Et notamment parce que voilà, c'est aussi plus facile à gérer au niveau des réglages, etc., etc. Donc c'est pour rendre des photos jolies. Donc ça, je trouve que c'est logique par rapport du coup au caractère du personnage, enfin pas par rapport au caractère, par rapport à la position du personnage qui est un personnage débutant dans la photographie en tout cas, ou dans la photographie de guerre. Et la seconde chose qui peut en revenir aussi, c'est peut-être parce que, enfin ça pourrait expliquer le fait notamment parce que le personnage donc, qui est interprété, euh, je voulais trouver un adjectif, j'allais dire majestueusement mais c'est un peu abusé, non, qui est très bien interprété par Kylie Spaney, qui est une étoile montante de Hollywood, et c'est très bien parce que je trouve que c'est une très bonne actrice. Et puis là, elle était vraiment parfaite, nickel. Elle rentrait comme un gant dans le rôle de cette jeune fille, alors Leslie, je crois qu'elle s'appelle. Cette jeune fille un petit peu fébrile, qui est un petit peu l'alter ego dans le passé de Lee. Enfin voilà, donc, je vais y revenir sur cette relation qui est très intéressante aussi. Mais bon, bref, du coup, voilà, j'ai trouvé ça vachement bien. Enfin, elle joue très bien à Kylie Spaney, et puis c'est vrai elle fait petite fille en fait. Voilà. Il y a des moments, elle va faire adulte, entre guillemets, mais déjà, elle est assez petite en taille, et puis finalement, comment Garland la filme par moment et comment elle est exploitée dans le film, il y a vraiment des fois où en fait, elle est vraiment, on dirait vraiment une petite gamine, quoi, de 16 ans limite, donc je trouve que vraiment on a envie de la protéger, elle est très sympathique comme personnage. Et puis finalement, elle représente un petit peu finalement, elle fait un petit peu Kay Spani fait un petit peu le lien entre nous spectateurs qui arrivons dans ce monde et qui ne connaissons pas la guerre civile, qui ne connaissons pas la photographie de guerre, etc. Donc Kay Spani représente un petit peu, c'est un peu un point d'attache pour le spectateur. Voilà, c'est quelqu'un qui est novice, c'est quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose, c'est quelqu'un qui est transporté dans ce monde, c'est quelqu'un qui est transporté avec ces personnages qu'elle ne connaît pas. Donc c'est un petit peu la spectatrice du film, débutante en tout cas. Parce que ce qui est assez intéressant aussi, c'est que les personnages dans le film sont tous des spectateurs. Voilà. Il y a un truc qui est vachement intéressant là-dedans. En fait, il y a une double. Comment on pourrait appeler ça? Une. C'est pas une mise en abîme, mais j'aimerais dire, ouais, il y a une. C'est pas une métaphore non plus, mais bon. Comment je pourrais appeler ça? C'est même pas de je sais pas trop comment je pourrais appeler ça, mais entre guillemets, il y a un double référencement finalement aux spectateurs et aux réalisateurs dans ce film parce que les personnages c'est des photographes, mais donc en fait ils passent leur temps à observer, et c'est d'ailleurs leur arme d'observer. C'est vachement intéressant parce qu'en fait ils sont toujours là avec ils sont toujours cachés, ou ils sont sur le terrain même avec les militaires tirent avec leur arme et eux on les voit tirer, shot, comme on dit, shot, mais shot avec leur appareil photo, qui est aussi une arme d'influence, de dissuasion. En politique, c'est très important, et même quand on regarde aujourd'hui de manière générale, l'image, c'est quelque chose qui est ancré dans notre quotidien et qui nous influence tous et toutes quotidiennement, même lorsqu'on ne s'en pas compte. Donc ça, c'est vraiment une arme très puissante, l'image de manière générale. Pensez à votre ordinateur, pensez à votre téléphone, pensez aux réseaux sociaux, pensez à YouTube, pensez à la télé, pensez à tout ça. Mais tout ça, c'est de l'image en fait. Donc c'est vraiment une arme de soft power, mais qui est très très puissante. Et finalement, je trouve que voilà, le fait que Garland filme de la même manière, presque comme des militaires en fait, ces personnages en train de prendre des photos, c'est très beau en fait de les voir à côté de ces militaires. Enfin, je trouve qu'il y a une image qui est quand même assez puissante par rapport à ça. Vous savez, c'est la fameuse image du crayon contre la Kalachnikov, c'est un peu le même délire. Bref, il y a un point de comparaison qui est très intéressant. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est que du coup, voilà, les personnages passent leur temps à observer, mais
au-delà d'observer, parce qu'en fait ils s'observent, comme ils disent, ils sont neutres et ils n'ont pas de point de vue par rapport à cette guerre. Et puis finalement, ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'on finalement on découvre que personne n'a véritablement de pris position par rapport à cette guerre. Euh, c'est ce que je trouvais très intéressant avec la scène des deux snipers qui disent bon, on se fait tirer dessus, du coup moi je tire sur les mecs et en fait on s'en bat les couilles qu'ils sont avec nous ou pas avec nous. En fait, c'est juste des mecs qui veulent nous tuer. C'est l'instinct de survie quelque part. Et c'est une très belle scène qui représente de manière assez efficace je sais pas si ça se dit la vénitude, mais l'aspect vain de la guerre, parce qu'en fait la guerre ça sert à rien. Vous regardez dans les livres d'histoire, vous demandez aux professeurs. Moi je me suis toujours demandé mais à quoi ça sert la guerre. Généralement c'est pour prendre du terrain, mais quand on y réfléchit c'est ridicule. Et la plupart des guerres, même les guerres les plus horribles, les plus grandes, ben, en fait elles ont commencé avec un rien en fait. Ben, c'est un peu comme des disputes, des fois on se dispute avec quelqu'un, mais en fait ça n'a aucun sens et au fond c'est pour un rien quoi. Et en fait, il y a des combats la plupart des combats en fait n'en valent vraiment pas la peine quoi. Donc en fait, j'ai trouvé ça vachement intéressant qu'ils disent mais en fait, là finalement, c'est un combat qui n'a même pas qui ne cherche même pas à avoir comme étiquette une justification particulière en mode oh ben non mais on se combat pour ci, pour ça, pour les droits de machin. En fait, il n'y a plus tout ça. Et c'est ce que je trouve vachement intéressant et c'est ce que dit un petit peu le président à la fin du film. Le mec, il s'en balèque en fait de dire quelque chose à sa nation, machin. Tout ce qu'il veut, c'est survivre parce que c'est la guerre en fait. Voilà. Mais c'est ça qui est vachement intéressant. C'est qu'en fait, c'est une guerre qui n'a pas lieu, quelque part, qui défonce tout, mais qui n'a pas lieu d'être. Et c'est ce que je trouve très beau, très triste à la fois. C'est qu'en fait, l'humain est prêt des fois à s'entretuer pour rien en fait. Pour rien. Genre au fond, et c'est ce que je trouve, et c'est ce que représente le manque d'informations concernant cette guerre civile, on ne sait pas comment elle a commencé, en fait il n'y a pas de contexte, on dit juste boum, guerre civile, même le film s'appelle Civil War, donc en fait on a l'impression que ça pourrait représenter n'importe quelle guerre civile. Ouais, on dit pas Civil War 2 machin, de 2024 machin, ou Civil War 2 machin, il n'y a, y a pas un nom spécifique qui représente spécifiquement cette Civil War, parce que c'est une guerre qui représente toutes les guerres en fait, toutes les guerres civiles, quelque part je trouve. Bon bref. Et on a vraiment l'impression que c'est un film qui arrive à se projeter dans l'avenir et qui arrive à représenter ce que pourrait devenir, j'espère pas, mais ce qui pourrait devenir l'Amérique ou n'importe quel autre pays développé. Mais bon, bref. Voilà, ce que je trouve, donc, ce que je voulais dire du coup, c'est que c'est ce que le film représentait du coup par son manque d'informations dramatique au début du film, parce que vraiment, on est vraiment planté dans cette guerre civile et on ne sait pas pourquoi il y a une guerre civile. Et moi, c'est ce que je trouve très intéressant, parce que de une, la politique, ça me désintéresse à un point. Et de deux, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, Alex Garland ne s'intéresse, je pense, hein, en tout cas de mon point de vue, parce que même là, ce que je dis, en fait, je ne sais pas si Alex Garland le pense, moi, c'est ce que je pense du film. Il faut savoir que quand on critique un film, on ne critique pas ce qu'a fait le réalisateur, on critique le travail du réalisateur et notre point de vue sur ce travail-là. Et on peut dire ce qu'on veut, mais le travail du réalisateur n'est pas forcément le travail auquel il a pensé, si vous voulez. C'est comme quand vous faites un dessin, il sera forcément différent que ce que vous avez pensé dans votre tête. Et même si vous avez tout un tas d'interprétations dans ce dessin, en mode oh oui, il a les cheveux noirs, ça représente si, oh tiens, il a du rouge à lèvres, machin, et ce pull, ça représente ça, machin. Vous avez beau avoir réfléchi 100 ans sur la symbolique de votre dessin, quelqu'un voit votre dessin et dit oh bah tiens, on dirait Homer Simpson, si c'est sa symbolique pour lui, bah, ce sera sa symbolique en fait. Ce que je veux dire, c'est que tous les messages que vous avez dans votre tête en tant que créateur, ils seront pas forcément ressentis par les autres et ils seront pas forcément matérialisés dans votre dessin. Et même auquel cas ils sont matérialisés parce que au bout d'un moment les faits sont des faits, les cheveux sont noirs, les cheveux sont noirs. Et donc vous avez dit que les cheveux qui étaient noirs ça représentait ici. Donc vous dites oui, mais donc forcément les gens ils doivent voir les choses de la même manière, mais c'est faux en fait. Alors, lorsqu'on analyse quelque chose, une œuvre ou n'importe quoi d'ailleurs, c'est toujours penser que c'est votre point de vue subjectif, toujours. Et donc ça ne reflète pas forcément la réalité de l'œuvre. C'est-à-dire que d'une certaine manière, l'œuvre dépasse tout le monde, même son créateur. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'on n'a pas un point de vue véridique. Voilà. En fait, des fois, on aurait tendance à dire oui, j'ai regardé ce film, donc Alex Garland a dit ça, mais en fait, Alex Garland, il n'a pas dit ça. C'est nous qui pensons qu'il a dit ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une nuance assez importante. Bon, bref. Je dis ça parce que ça rejoint un peu l'histoire du point de vue dans le film. Je me perds totalement dans mes délires là, je suis désolé. Mais bon, ce que je disais du coup, c'est que je me suis complètement paumé là. Mais bon, c'est pas grave, revenons un petit peu au point de départ. Voilà, donc oui, le film n'a pas d'exposition pour expliquer la guerre civile.
Et donc ça représente assez bien en fait le fait que c'est une guerre qui n'a pas d'explication de manière générale. En fait, on a l'impression qu'elle a popé comme ça. Et en fait, je trouve que ça représente bien l'aspect ridicule de la guerre, le fait de ne pas savoir comment est-ce qu'elle a commencé. Parce que d'habitude, c'est ce qui nous intéresse. On a envie de savoir, oh, mais qui a fait quoi, qui a tapé sur qui. En fait, on s'en fout, il y a un combat. Et quand il y a un combat, ben, en fait, on se fiche finalement de savoir qu'est-ce qui se passe dans le film. Donc c'est ce qui est assez triste, voir ce monde s'autodétruire sans raison particulière, parce que la vérité c'est qu'il n'y a pas de raison particulière pour faire la guerre. Et même s'il y en avait une, ben, au fond ça change rien au combat qui se déroule. Ça, en fait, ça ne justifie pas. Voilà, c'est ça que pour moi, ce que le film essaie de dire, c'est que ça ne justifie en rien les horreurs qui se déroulent. Et donc c'est ce que je trouve très intéressant. Et ça apporte aussi une vibe vachement post-apocalyptique, forcément. Son film fait quand même penser. Alors je n'ai pas vu 28 jours plus tard qu'il a écrit. Je n'ai pas vu tous les films qu'il a écrit, Garland. J'ai juste vu les films qu'il a écrits et réalisés. Mais donc il y a quand même, on dirait un peu une sorte de. On sent quand même sa patte, même scénaristiquement parlant. Euh, je veux dire, on se, ça parle quand même beaucoup de la cause humaine de manière générale, ce qui était le cas quand même en fait finalement avec Ex Machina, on parlait de l'humain de manière générale, quand même, à travers, enfin finalement avec la reproduction de l'humain en robot, etc. Mais en fait finalement on parle de ce qu'est être humain. Donc il y avait ça dans Ex Machina. Là on part sur un road trip avec des personnages un petit peu, c'est pas des militaires, mais voilà, dans des personnages dans un monde un petit peu post-apocalyptique. Ça m'a fait penser beaucoup à Annihilation finalement aussi, où on suit des personnages, bon c'est quasiment que des personnages féminins je crois dans Annihilation. Bref, un petit groupe de personnages assez restreint qui vont dans un monde, bon là c'est pas post-apocalyptique, mais c'est un monde, c'est pas une guerre civile, mais c'est un monde dangereux, etc., un peu extraterrestre et tout, machin, mais ça m'a beaucoup fait penser à ça. Et puis on a aussi deux personnages, enfin deux protagonistes surtout, en lien l'une par rapport à l'autre, qui sont le reflet, encore une fois, dans le futur, dans le passé d'elle-même, mais pour moi c'est quasiment c'est deux faces d'un même miroir, si vous voulez, ou deux faces d'une même pièce, à des époques différées, mais voilà, deux faces d'une même pièce, que je trouve vachement intéressant. Donc c'est le personnage Kelly Spiney, Leslie, et le personnage incarné par Kristen Dunst. Pour le coup, là, c'est magistral, parce que je trouve que Kristen Dunst, elle était incroyable. Je pensais que j'allais pas vraiment la kiffer dans le film, mais je l'ai trouvée très, 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 très bonne dans son jeu, très... Elle a une force qui est dégagée sur son visage. En fait, elle est à la fois très... En fait, j'adore ce personnage. Elle est très maternelle, mais à la fois, elle est très fragile. Elle est en doute sur sa personne, sur sa personnalité, sur son existence, sur tout un tas de choses. En fait, elle remet en doute un petit peu toute sa vie. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Et c'est fait par justesse, comme ça, par petits points dans le film. J'aurais aimé peut-être qu'il y ait un petit peu plus l'accent dessus. Mais ça aussi, du coup, là, c'est une particularité un petit peu du style de Garland, qui avait déjà fait ça dans Annihilation avec Nathalie Portman, et beaucoup dans Men, du coup, avec le personnage interprété par Jessie Buckley. Mais d'ailleurs, quand j'y pense, Leslie et Lee, c'est deux noms qui se ressemblent énormément. Leslie, ça commence par L-E, et ça finit par E, donc en fait, si on enlève le S-L-I, ça fait Lee. Et Lee, du coup, c'est aussi le nom du personnage de Kristen Dunst. Donc en fait, il y a vraiment un lien même entre les deux noms. Je vais vérifier quand même qu'elle s'appelle Leslie, parce que sinon ma théorie serait un peu pourrie et je serais un peu dégoûté. Hop. Alors, vérifions. Silvoir. Euh... C'est bête. J'aime bien parce que dans la distribution, il y a écrit tout le monde sauf Kelly Spiney. Je me suis fait bien douiller. C'est pas grave. Tant pis. C'est pas grave. Mais disons que ma théorie est vraie, on croise les doigts. Euh, Oui, excusez-moi, je reprends parce qu'en fait je dois couper à chaque fois, ça fait déjà une demi-heure que je parle. Bon, bref. Du coup, je disais par rapport à Civil War, machin, machin. Donc, oui, et puis même, c'est marrant parce que là, du coup, il y a une espèce de blague par rapport au double nom Lee, Leslie, voilà. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que finalement, c'est dit dans le film même, enfin, pas de cette manière-là, mais on dit que Lee a une espèce d'autre copycat. Enfin, Leslie dit qu'elle a deux héroïnes, dont une autre qui s'appelle Lee Miller, ou je sais pas quoi, c'est ça, Lee Miller. Et je sais plus comment s'appelle Lee de Kristen Dunst, mais bref, il y a déjà une double Lee. Et donc finalement, là, il y en a une troisième quelque part qui se rajoute avec Leslie, qui devient une autre Lee, et qui devient d'ailleurs la nouvelle Lee. C'est ça d'ailleurs à la fin du film, lorsqu'elle prend en photo la mort de Kristen Dunst. Pour moi, c'est une des images les plus marquantes du film. Et on sent que ça va être la photo qui va être connue pour Leslie quelque part, ou avec la photo du président. Mais pour moi, c'est plus la mort de Leslie qui est plus marquante que la mort du président.
parce qu'il y a une attache beaucoup plus émotionnelle tout simplement. Et du coup je trouve que enfin, cette image est quand même assez marquante et assez frappante. Et donc je trouve que vraiment en fait on a l'impression que, voilà, que Lee décède, Lee vieille décède, et Leslie prend le relais vraiment, et il y a une histoire presque quasiment de maternité, de mère-fille. Elles ont quasiment une relation mère-fille, mais encore une fois pour moi, enfin, on le dit pendant tout le film, hein, mais encore une fois c'est dommage, c'est un petit peu trop explicité par le langage. Vraiment, il y a un moment, je sais plus comment il s'appelle, le vieux là, qui joue bien d'ailleurs aussi. Ils jouent tous, de toute façon, les acteurs sont tous très, très justes, hein. Vraiment, en fait, les acteurs sont très bien et les personnages sont vraiment super intéressants. En fait, j'ai vraiment accroché avec ces personnages. Il y a des enfin, c'est assez bizarre parce que des fois, quand on regarde des films, on n'est pas du tout intéressé par les personnages, mais là, j'ai trouvé ces personnages genre juste super intéressants et super attachants, quoi. Contrairement à Annihilation, par exemple, c'était des personnages que j'ai pas du tout aimés, même Nathalie Portman et tout, enfin je sais pas, c'était des personnages qui m'intéressaient pas du tout. C'était exactement la même chose dans Ex Machina, j'en avais rien à foutre des personnages. Par contre, Harper dans Men, je la trouvais plus intéressante. Mais là, je trouve que c'est les personnages les plus touchants qu'il a pu faire, Alex Garland. Donc franchement, j'ai vraiment adoré ce personnage et j'aurais préféré que, peut-être même plus les voir. En fait, j'aurais aimé que le film dure plus longtemps, finalement. J'aurais aimé que le film, même si sur la fin il devenait un petit peu long, je vais y revenir aussi plus tard, si je me rappelle, mais j'aurais aimé que le film dure peut-être 2 3 heures limite, quoi, vraiment, parce qu'en fait, je trouve que l'univers de ce film était d'une simplicité, mais d'une efficacité vraiment féroce. Et c'est un film qui est quand même assez coup de poing et qui secoue pas mal. Et en fait, ce que j'adore avec ce film, bon, je vais y revenir plus tard, enfin, je vais continuer, enfin, je me perds vraiment, je suis désolé. Mais ce que j'aime beaucoup avec ce film, c'est son authenticité et son réalisme, qui sont à toute épreuve. Vraiment, je trouve que c'est un des films de guerre qui essaye de représenter, enfin, je dis bien qui a le courage, enfin, en fait, non, c'est même pas qui a le courage, qui essaye de représenter le plus réalistiquement possible la guerre et l'horreur qu'est la guerre. Il y a des moments, il y a des mecs qui se prennent des balles dans le film. Je vous jure que c'est tellement réaliste. Parce que c'est quand même assez dommage de se dire que des fois on a ces images réalistes, mais sur internet ou à la télévision. Eh ben, on voit que Garland essaye vraiment d'imprégner son film d'un réalisme, notamment par rapport au sound design, même par rapport au fusil d'assaut quand il tire. Il y a des fois, il va y avoir des muzzle flash, mais des fois, il va pas y en avoir du tout. Et en fait, ça fait très réaliste. Et à un moment, le mec, il va tirer sur quelqu'un d'autre, notamment dans la scène de Jesse Plemons, ça, qui est un peu connu maintenant, parce que ça a un peu tourné sur internet et tout. What kind of American are you et tout. D'ailleurs, c'est une très bonne scène. Mais bon, bref, je m'écarte. Non, pas du tout. Euh, Bref, il y a un moment, voilà, donc il va tirer sur un mec et il n'y a pas de muzzle flash. Et vous savez, il n'y a pas il y a pas comment je pourrais appeler ça, d'énormes jets de sang dans tous les sens et tout machin. Enfin, en fait, c'est assez réaliste. Voilà, il n'y a pas des muzzle flash dans tous les sens. Il y a pas des gros tirs en sang. Il n'y a pas il y a pas des grosses douilles qui partent, machin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, j'ai aimé quand le film est dans la retenue et dans ce réalisme vraiment puissant. Et vraiment, j'ai été choqué parce que dès qu'il y a les premiers tirs dans le film, le sound design est vachement puissant. Et on a vraiment l'impression d'être immergé dans un champ de guerre, en fait, dans un combat avec des fusils d'assaut et tout, enfin dans la guerre, quoi, littéralement. Et je trouve que c'était vraiment prenant et puissant et très jouissif et très impressionnant, en fait. Voilà. J'ai adoré sa manière de représenter. Voilà, ouais, en fait, c'est très puissant. On voit que les armes sont puissantes, on voit que les armes peuvent assassiner, on voit que. Il joue beaucoup aussi avec. Parce que finalement, la mise en scène du film est assez. C'est marrant parce que. Je vais revenir ensuite sur. Là, je me perds, mais je parlais un peu du film parce que peut-être je parle, mais finalement, j'ai pas trop donné mon avis sur la mise en scène, ce genre de truc. C'est marrant parce que des fois, le film va alterner entre des scènes beaucoup plus classiques. Donc, en fait, avec une. En fait, j'ai vu dans les BTS, ils ont tourné avec différents types de caméras. C'est dommage parce que moi j'ai pas vu le film en IMAX, mais de toute façon l'IMAX n'existe pas vraiment dans tous les cinémas du monde, mais bon ça aurait fait un semblant d'IMAX. En tout cas j'aurais bien aimé voir les plans en IMAX du coup, parce qu'il y a des plans en IMAX dans ce film, et du coup je les ai pas vus en IMAX, c'est bien dommage. Mais ce qui est vachement intéressant, c'est qu'en fait Alex Garland, et j'ai bien aimé ce mélange là, il alterne en fait entre une mise en scène très stylistique et une mise en scène beaucoup plus documentaire. Je m'explique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des moments dans le film, notamment au début du film, lorsqu'il va y avoir la meuf qui va se suicider là, avec la bombe et l'explosion. Ben, en fait, pour représenter le chaos et vraiment pour être en immersion avec la presse et les militaires ou les autres personnages, en fait, j'ai vu qu'ils avaient tourné avec une toute petite caméra. Et donc, en fait, il va faire une caméra épaule assez basique. Et quand on regarde le look du plan, ça fait quasiment, bon, c'est très 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 vulgaire ce que je vais dire, mais ça fait quasiment DSLR, c'est-à-dire que c'est pas une qualité extrêmement cinématographique, et au fond, il y a
une grande profondeur de champ, donc on arrive vraiment à voir tout ce qui se passe. Et donc en fait, cette caméra est toute petite et se balade comme ça, toujours en caméra épaule. On a vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre en fait, ben, littéralement. Mais là, l'effet est bien fait parce que des fois, voilà, c'est ça que j'aime pas avec la caméra épaule, c'est que ça trahit vraiment la caméra finalement. C'est une caméra qui est très physique finalement. C'est une caméra qui n'est pas du tout cinématographique et qui se veut très physique. Mais là, pour le coup, c'est vachement intéressant parce qu'on a l'impression que la caméra représente un autre personnage de la presse qui est littéralement en train de filmer. D'ailleurs, Alex Garland mélange plusieurs fois la caméra du film avec la caméra des personnages, notamment lorsqu'il zoome des fois pour observer ce qui se passe. Et là, il va vraiment utiliser le zoom de l'objectif euh, de, de l'appareil photo des personnages. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc ça va beaucoup plus loin. Et là, finalement, il fait vraiment le mélange entre les deux. Mais bon, bref. Ce que je veux dire, c'est que là, voilà, cet aspect de caméra physique, imposante, qui, euh, qui transgresse un petit peu, enfin non, qui pointe du doigt, comment dire, non, qui pointe du doigt l'opacité du film. Non, la transparence, pardon. Merde, je sais plus, putain. J'essaie de faire genre que j'utilise des termes intéressants, mais je me rappelle plus si c'était la transparence ou l'opacité. C'est l'opacité. C'est l'opacité. Parce que quand c'est transparent, on voit pas. Donc c'est l'opacité. Donc qui retrouve, comment dire, Bon, je suis désolé, je couperai ces moments au montage, mais bon, bref, tout ça pour dire qu'en gros, parce qu'en fait j'ai un adjectif dans ma tête, mais je suis en train de le chercher, mais je le trouve pas. Vous savez quand on dit que... Bon bref, c'est pas grave, tant pis, c'est pas grave. Laissez tomber. Mais en gros voilà, là du coup c'est intéressant parce que du coup ça retranscrit vraiment en fait l'effet voulu qui est d'être dans la foule et de filmer et tout, etc. Donc là je trouve que la caméra épaule fonctionnait bien. Et puis des fois ça permet aussi de faire des plans beaucoup plus aérés et beaucoup plus aérés qui permettent un petit peu de respirer finalement et qui permettent de prendre un peu de la distance et de filmer tout l'environnement en fait au début d'une scène. C'est le cas au début voilà, de cette scène avec la bombe, mais c'est aussi le cas un peu plus tard lorsque Lee et Kylie Spaney enfin Lee et Leslie du coup, vont prendre en photo en hélicoptère, etc. Ben, en fait, lorsqu'elle sort de la voiture, il y a un espèce de plan très intéressant, voilà, pareil avec cette espèce de petite caméra qui filme les personnages de très loin en plan pied, mais du coup en tout petit, en toute petite dans le plan. Et donc elles sont comme un petit peu quelque part comme écrasées par toute cette désolation qui est très jolie en fait finalement. Et donc ce que j'aime bien aussi avec ce type de caméra, c'est que du coup la Garland il prend des libertés finalement au niveau de la mise en scène, il n'est pas dans une restriction, il est plus dans le feeling. Voilà. On voit bien que ces plans n'ont pas été forcément préparés au storyboard, ce genre de choses. Je sais même pas s'il travaille au storyboard, mais on voit que ces plans ne sont pas stylistiques, ils sont juste là pour être là. C'est vraiment des plans documentaires, quoi. Et qui sont vraiment là du coup, pour immerger le spectateur. Et donc je trouve que ces plans-là fonctionnent vraiment. Donc là, il a on va dire, un type de mise en scène un petit peu plus basique, si je puis dire, moins artistique. Et c'est marrant parce que des fois, du coup, il va combiner ce style très, très explicite quelque part, et un peu brouillon, il faut le dire, avec un style beaucoup plus, et d'ailleurs il cut beaucoup dans ces moments-là, entre plein de plans et tout, on est un peu même perdu, des fois c'est notamment, vous allez voir, mais moi ça me dérange pas, mais il y a un moment ça va me déranger, mais ce type de mise en scène ne me dérange pas parce que j'ai trouvé ça intéressant, mais notamment parce que s'il y avait que ça dans le film, ça m'aurait vraiment saoulé. Alors que ce que je trouve intéressant, c'est que du coup il ramène son style aussi habituel, artistique de base, et là pour le coup il fait des plans vraiment très très beaux. Notamment, il joue beaucoup avec la profondeur de champ, Alex Garland, hein. Généralement, ces plans, ce sont des plans en longue focale, ce sont souvent des plans zoomés, souvent généralement fixes aussi, assez symétriques quand même, avec de très faibles profondeurs de champ. Et généralement, il va souvent jouer aussi en fait, avec le focus. C'est pas tous les réalisateurs hein, qui jouent avec le focus et qui s'amusent comment dire, euh, à changer le focus au cours d'un plan. Il le fait plusieurs fois dans le film, notamment sur un très beau plan. J'ai trouvé ce plan très con mais très beau sur, sur une fougère. Et en fait en fond, donc le plan est net, le plan est zoomé sur une fougère, donc les fougères sont nettes et en fait au fond on a ce flou vraiment, mais le bokeh est magnifique dans le film, il est très très beau. De toute façon, il choisit souvent des caméras très 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 belles avec un bokeh très joli, avec de très beaux objectifs. Donc je sais pas quel type de caméra utiliser, mais c'est notamment les objectifs aussi qui font ce type de bokeh. Mais le bokeh est magnifique dans le film, vraiment, il est très 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 beau. Et en plus, ce qui est très bien, c'est que le film est très généralement, pendant les deux tiers du film, à peu près, le film est en journée, est tourné en journée, en plein soleil. Donc à ces moments-là, le bokeh fait des trucs magnifiques. Parce que généralement, le soir, le bokeh, on le voit pas trop. Et puis notamment parce qu'en fait, le soir, c'est la fin à Washington. Et là, il n'utilise pas vraiment sa caméra un petit peu stylistique. Donc là, il utilise plus son style un petit peu caméra à épaule et tout. Donc les plans sont quand même beaucoup moins jolis quand même. Mais bon, bref. Donc là, les plans sont. Et donc, oui, je disais, donc, dans le fond, il y a du bokeh. En fait, il y a le drapeau américain qui flotte. Et donc, en fait, c'est marrant parce que je crois que sur les fougères,
l'extrémité des feuilles sont un petit peu rouges, et donc en fait il y a un mélange entre le vert et le drapeau rouge derrière, et en fait ça fait des couleurs très 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 belles. J'ai trouvé ce plan magnifique. Ce que j'aime bien avec Garland, c'est que des fois il va se poser, il va juste filmer la nature comme ça de manière générale, et je trouve ça très beau. Il a une espèce de d'aisance, je trouve. En fait, quand on voit ce film, on a envie de se balader dans la forêt. Je vous jure qu'on a envie, un peu comme Harper, voilà. On a envie de se promener dans cette forêt. Et en fait, c'est ça que j'aime bien avec ce film, c'est qu'il y a bon, ouais, je vais revenir plus tard par rapport aux arbres. Je vais y revenir plus tard. Donc, je parlais du coup du style stylistique. Enfin, du style stylistique, ça fait trop de style encore une fois. Mais bon, la patte un petit peu plus artistique de Garland, donc voilà, il fait souvent des plans fixes avec beaucoup de profondeur de champ. Et donc en fait, ça va vraiment créer des strates dans l'image. Et en fait, ça aussi, c'est un type de mise en scène assez chirurgicale. On voit que les personnages sont complètement comblés par du flou. Et généralement, lorsqu'ils vont discuter, bah, en fait, il va faire des plans de caméra assez rapprochés sur les personnages, hein. Il n'a pas tendance à filmer les personnages de loin, de manière générale. Des films. Bon, après, c'est peut-être pour avoir un petit peu plus de tension, mais par exemple, lorsque les personnages discutent dans l'hôtel, on les voit vraiment de proches, etc. Il filme pas vraiment les personnages de loin, quand même. Il aime bien être quand même assez proche des personnages. Et les personnages sont souvent isolés dans leur cadre, ou même lorsqu'ils sont à deux, ils ont pas l'air d'être proches l'un par rapport à l'autre, ils ont pas l'air d'être connectés par rapport à leur environnement. C'est notamment l'effet qui est dû par rapport à la profondeur de la grande, enfin la faible profondeur de champ, pardon, la très faible profondeur de champ. Mais bon, bref. Et c'est ça aussi qui peut invoquer une certaine distance, parce que en fait, la longue foncale et la faible profondeur de champ est due au fait que la caméra est éloignée des personnages. Donc peut-être que littéralement aussi ça représente la distance un petit peu visuelle dont je parlais tout à l'heure, mais bon, je ne pense pas que ça ait un rapport par rapport à ça. Mais bon, bref. En tout cas, voilà. Et il y a des plans très très beaux, on les voit dans la bande-annonce sur la ville, notamment un plan qu'il avait fait aussi dans Men, hein, dans la ville, lorsque c'était bien orange, mais il y a un plan qui est très beau dans la bande-annonce, qui est un des plus beaux plans du film aussi. C'est un plan sur un toit. En fait, c'est des plans très composés qui font limite pub quelque part, un peu pub de voiture, ce genre de choses, mais quand même beaucoup plus joli. En fait, on a un plan sur la ville tout en hauteur. Et en fait, on a une ligne de perspective magnifique. Et je sais pas si c'est le matin ou le soir, mais et en fait, il n'y a personne dans la ville. Ça fait très confinement, voilà, ça fait très les images confinement qu'on a vues sur BFM TV, tout ça, là, ce genre de truc. Il n'y a personne dans la ville et on voit cette ville magnifique, surplombée, enfin, être grandiose dans le plan. Et finalement, en fait, il y a pas un humain, il y a personne en fait dans ces vides et c'est très beau en fait à regarder, c'est très joli. Bref, et donc il filme ça avec. C'est intéressant parce que du coup, la perspective est énorme, mais du coup, avec la profondeur de champ, on n'a qu'une partie qui est un petit peu nette, et donc ça écrase un petit peu la perspective. Donc on a une espèce de jeu contradictoire entre la perspective de base dans la réalité, avec cette ligne qui paraît infinie, qui se dessine jusqu'à l'horizon, et en même temps le flou qui essaye de rétracter tout ça, parce que plus on a du flou dans l'image, plus on utilise la longue focale, plus les distances se rapprochent. Donc en fait, il y a une contradiction, grande distance, rapprochement des distances, qui crée une image assez perturbante visuellement, qui fausse les perspectives en fait. Et donc ça crée une sorte de perturbation visuelle qui est très jolie, et qui pourrait souligner le fait que donc ce qui se passe dans la ville, bah, c'est pas normal. C'est un peu le même style avec les plans avec le vélo, lorsqu'il y a plein de vélos qui passent. C'est très intéressant aussi, quoi. En fait, on a cet écrasement des distances. Il y a un moment, ils sont très flous. À peine après, on a l'impression qu'ils sont très nets. Et à peine après, ils redeviennent flous. Donc voilà, en fait, c'est ça que j'adore avec la longue focale, c'est qu'il y a vraiment une déformation des distances, mais voilà, il y a comme je dis, un raccourcissement des distances, et je trouve que ça crée une perspective perturbante qui est très jolie. Moi, j'adore ce type de plan. Et puis, ça crée des plans beaucoup plus verticales, en fait. Et donc, quelque part, beaucoup plus vertigineux. Je trouve ça assez intéressant. Franchement, visuellement, j'aime beaucoup ce genre de plan. Donc, j'ai adoré cette approche-là. Et donc, des fois, voilà, il va avoir cette approche beaucoup plus stylistique. Je vois que je ne trouve pas vraiment de synonyme parce que je passe mon temps à répéter les mêmes mots. Désolé. Mais bon, voilà, ce type de plans sont vraiment magnifiques. Et donc bref, tout ça pour dire que donc du coup des fois, donc pour en revenir sur le vert, ça y est, je vais enfin parler de la forêt verte. Donc ce que je disais au début du film, donc du coup là, ce que je disais, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais dit tout à l'heure que Alex Garland opposait beau et horreur, et donc finalement il oppose donc de cette manière avec la mise en scène. La mise en scène du beau, le style, la caméra posée, le bokeh très joli, etc. En fait ça fait très, très pur, c'est très chirurgical, on se concentre sur les petites choses de. Et d'ailleurs, c'est les petites choses de la vie, pour moi, c'est exactement ce que représente. J'adore ce plan.
Le plan de Lee, ce plan est magnifique. En fait, les personnages sont couchés parce qu'ils se font tirer dessus par un sniper. Et donc, il y a Kylie Spenny qui prend des photos. Et en fait, elles sont couchées sur de l'herbe verte avec des petites fleurs. Et on a un plan zoomé sur Lee, du coup, mais qui semble s'endormir en fait sur l'herbe et en fait qui commence à en avoir rien à foutre. Et en fait, ce personnage, c'est pas qu'elle en a rien à foutre, mais en fait, elle est au fur et à mesure du film, elle est détachée de ce qu'elle fait. C'est-à-dire que, alors qu'en fait, on passe notre temps à dire que c'est une grande photographe, qu'elle vole la vedette de tout le monde, qu'elle fait les meilleures photos, etc., etc. Et en fait, elle est complètement détachée dans le film d'elle-même, de l'image qu'on a d'elle-même finalement, parce que c'est l'image que tout le monde a d'elle-même. Voilà, on parle de cette image de Wikipédia, etc., etc. La grande Lee Smith, je crois qu'elle s'appelle. Lee Smith, je crois que c'est ça. Je suis pas sûr, j'espère. Bon, bref, la grande Lee, etc. Mais en fait, tout ça, c'est qu'une image, en tout cas dans le film. En fait, elle est très opposée à cette image ou à ce qu'elle était, quelque part. Et donc, en fait, voilà, comme on dit, voilà, enfin, comme disent des personnages, le vieux, etc., elle est en crise existentielle et tout machin. Notamment parce qu'en fait, quelque part, avec ses photos, elle voulait sauver le monde et prévenir prévenir la guerre, alors qu'en fait, la guerre est venue quand même. Et donc, quelque part, tout le travail qu'elle a fait toute sa vie pour elle, quelque part, n'a pas de sens. Et en fait, elle aussi a vécu des traumatismes dans ce film. C'est représenté par une image très belle et très frappante de cet homme qui se fait brûler dans son pneu. D'ailleurs, le pneu qui enferme les personnages, ça me fait penser un petit peu à la voiture, vu que les personnages passent notre temps à être enfermés dans la voiture dans le film, vu qu'ils font un road trip. Donc c'est assez intéressant. C'est une forme de huis clos dans une voiture, quelque part, hein, si je vais un petit peu loin. Mais bon, bref, il y a cette image très jolie où on la voit regarder cet homme prendre feu et les prendre en photo, etc. Bref. Euh, et donc elle a été un petit peu traumatisée par ça parce qu'elle a vu des choses horribles dans sa vie. En fait, elle a essayé de garder une distance par rapport à ça. Distance aussi faite par l'objectif, hein, en mode ça justifie le fait de voir un mort, prendre une photo, et donc quelque part on se place entre. Enfin, la machine euh, crée une distance, crée un mur, soi-disant, émotionnel entre la personne qui prend la photo et la réalité. Voilà, quelque part, on enferme la réalité dans une boîte et on fait semblant qu'elle n'existe pas. Il y a quelque chose d'assez fictionnel dans une photo, parce qu'en attendant, on transforme la réalité. Encore une fois, ils font genre que non, on prend les choses telles qu'elles sont, mais c'est faux. Quand on prend une photo, on transforme la réalité. Et justement, on transforme l'horreur en beau. Voilà, c'est ce que fait Lee lorsqu'elle prend cet homme en train de se faire brûler. C'est horrible, cette scène est horrible, mais en même temps, elle est très belle. Et c'est ce que fait Garland dans ce film. Il nous présente une guerre civile, mais qui est très belle finalement. Donc ouais, il y a un petit peu des échos finalement entre Garland, etc. Bon. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, voilà, je pars dans tous les sens, mais ce que je trouve intéressant avec du coup le fait d'avoir utilisé des photographes, c'est qu'il y a une position à la fois. Les photographes en fait sont parfaits pour représenter à la fois la position de spectateur et à la fois la position de réalisateur. En fait, ils sont vraiment entre l'écran. Enfin, ça représente l'écran de manière générale. Vous avez l'écran là, le réalisateur qui a créé le film, et vous avez les spectateurs là, les gens qui sont en train de regarder le film. Et donc les photographes se trouvent entre ça, si vous voulez. Ou les photographes représentent ce tout finalement parce que les photographes sont à la fois des regardants et les photographes sont à la fois des personnes qui donnent un point de vue, comme je disais tout à l'heure, qui mettent en scène. Donc en fait, ils font les deux. Ils sont à la fois réalisateurs et ils sont à la fois spectateurs. Et donc c'est nous spectateurs, on peut autant se projeter dans les protagonistes et Alex Garland peut autant se projeter dans les protagonistes. Contre leur gré, parce qu'eux ils disent que non, qu'ils n'ont pas de point de vue, etc. Mais malheureusement, en fait, si. Voilà. Bon, mais bon, bref. Du coup, voilà, je vais revenir sur le plan de Lee. Donc, Lee, en fait, voilà, en crise existentielle, etc. Ben, en fait, au bout d'un moment, juste, elle se pose sur l'herbe. Alors que c'est la guerre et en fait, elle est couchée pour éviter un sniper. Mais en fait, elle s'affale dans l'herbe et elle commence à s'endormir. Et il y a un plan très joli sur son visage, en train de fermer les yeux. Et en fait, elle regarde une petite fleur. Et donc, en fait, le focus change. Voilà, on est vraiment sur un gros plan. Et donc, tout est flou. Et donc, vous avez ces formes floues vertes très jolies. Et d'un coup, vous avez un focus sur cette toute petite plante bleue au milieu du plan. Et c'est juste très beau en fait. J'ai adoré comment, en fait, parmi cette horreur, voilà, il va nous présenter une forme de beauté de temps en temps, et même souvent. C'est pareil, tous ces paysages, en fait, ils traversent. C'est un peu comme la scène du feu, enfin, où l'on voit dans la bande-annonce, mais que je trouve pas tip top dans le film, que je trouve un petit peu abusé finalement. Même il y a même les lumières divines et tout, avec la fumée et tout machin. Mais j'ai trouvé par exemple l'utilisation de cette scène un petit peu. Ouais, c'était un petit peu gros, un petit peu trop gros sabot pour le coup. Moi, de regarder, c'est trop beau, il y a du feu,
le feu, ça représente parfaitement ça, la destruction qui est belle, voilà. La destruction, le feu, la guerre, les tirs, parce qu'en fait les tirs sont orange, les explosions créent de la fumée et sont du feu, les muzzle flash quand on tire c'est du feu, enfin bon bref. Donc le feu représente vraiment la guerre et la destruction de manière générale. Et donc là, le feu est représenté de manière magistrale et très jolie, avec ses cendres qui volent, qui font comme des lucioles, etc. Donc en fait, la métaphore est très belle, mais j'ai trouvé cette scène un petit peu trop finalement, et je l'ai pas trouvée si intéressante que ça. Peut-être parce qu'elle était trop explicite par rapport à ce qu'elle voulait représenter. Je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, malgré tout, c'est une scène qui fonctionne bien, hein, bien évidemment. Mais bon, voilà, vous avez l'image, quoi. Vous avez l'image. Mais bon, bref. Et donc, ce que je disais, c'est que du coup, le film représente cette beauté à travers le verre et la forêt. Donc, comme je disais tout à l'heure, les personnages passent leur temps à rouler dans la forêt ou sur des plaines, etc. etc. Et donc, en fait, il va y avoir des moments d'horreur, des fois horribles, mais quand vous regardez le plan, juste quand vous regardez le plan, vous dites, bah, mais c'est sympa, on voit des gens dans la forêt, on voit des gens sur l'herbe, et l'herbe est très verdoyante comme dans Men et tout, machin. Et en fait, je pense que vraiment la nature dans ce film, les arbres, le bruit, l'eau aussi, d'ailleurs, il y a une scène très belle avec de l'eau aussi qui fait écho à la destruction un peu du feu, parce qu'en fait, le feu, il y a plein d'étincelles qui créent des bokeh en rond comme ça. Et à un moment, il y a une scène avec Kelly Spacey devant un lac qui est assise, pareil, avec un gros zoom, etc. Et donc, en fait, derrière, il y a il y a le reflet de la lumière qui crée plein de petites étincelles, mais cette fois qui sont blanches et qui viennent de l'eau et non pas du feu. Mais bon, bref, qu'est-ce que je veux dire. Mais donc voilà, il y a beaucoup de verre dans le film, et je pense que c'est vraiment, voilà, encore une fois, en opposition avec le malheur. Je pense que le malheur et le mal, en fait, dans le film est représenté par les humains et la guerre de manière générale. Les humains qui s'entretuent, et quand on y pense, des humains qui s'entretuent. Et je sais pas, j'ai pensé à ça en fait en voyant le film, genre on voyait un plan sur Washington le soir et complètement détruite et tout machin. Je me suis dit, mais en fait, les humains qui se font la guerre, c'est le truc le plus ridicule du monde. Parce que quand on y réfléchit de manière un petit peu d'un point de vue évolutionniste, lorsqu'on y pense, la guerre, c'est le truc le plus ridicule par rapport à l'évolution humaine. Je veux dire, c'est le truc le plus contre-intuitif, je dirais même le truc le plus. C'est la chose la plus contre-instinctive au monde, s'assassiner entre nous. Quand même, c'est quand même la chose la plus ridicule lorsqu'on y réfléchit. Parce que de base, je sais que bon, on est des animaux, bon, on a notre cerveau, notre libre arbitre, donc on pense pas instinctivement comme des animaux, mais on reste quand même des animaux. Et donc finalement, au fond, nous, on peut dire ce qu'on veut, mais s'entretuer. Parce qu'en fait, on se divise tous, et c'est ce que représente un petit peu la scène avec What Kinds American Are You. Le mec est clairement raciste même par rapport aux Américains. Pas même, parce que l'Amérique c'est tellement grand. Mais bon, voilà, lui il considère que certains Américains sont plus américains que d'autres, alors qu'en fait non, tout le monde est américain, et j'irais même plus loin en disant, bah, en fait tout le monde est humain. Voilà, et cette scène est clairement là pour dénoncer une forme de racisme, alors qu'en fait on est tous des humains, on est tous des êtres humains, on veut tous vivre, quoi, et on veut tous survivre, on veut pas se faire de mal, en gros, quoi. Bref, alors que ce mec en a rien à foutre. Et donc c'est ce que représente assez cette scène-là, c'est que finalement en fait, mais ça n'a pas de sens de tous s'entretuer et de tous se diviser les uns par rapport aux autres. Et c'est ce qu'essaye de dire le film un petit peu. De base, soi-disant, la guerre civile a commencé parce qu'il y a une opposition entre deux camps. Le WF, je crois, et je sais plus qui. Mais bon, ou le Colorado, enfin le Texas et le Colorado, enfin je sais plus, deux États, en tout cas, mais de base, il y a deux groupes antagonistes. Et c'est ça qui est con, c'est pourquoi se séparer en deux groupes quand on y réfléchit, alors qu'on est tous des êtres humains. On devrait tous être ensemble quelque part. Si je vais loin, bon, je veux pas avoir de discours politique particulier, mais voilà, en gros, c'est un peu ce que je pense. Euh, Bref. Mais bon, en tout cas, voilà, il y a une espèce de division assez horrible, et donc en fait, je pense que le film pointe du doigt, voilà, cette cruauté, cette division qu'on fait de manière non nécessaire, et c'est juste ridicule en fait de s'entretuer quand on y réfléchit. Je sais que les choses ne sont pas aussi simples, mais elles devraient l'être en fait. Bon, voilà. En gros, le film dénonce le- le- les comportements humains qui s'entretuent, c'est presque du cannibalisme. Bon, on se dévore pas, mais en fait, si, un peu, voilà, on est tous en train de s'auto-dévorer, et c'est ridicule, en fait, on est tous en train de se manger la patte. C'est un peu ridicule, quoi. Bon, je pense que là, le film dénonce cette espèce de cruauté, et en fait, au bout d'un moment, voilà, on arrive à et surtout pour rien, voilà, encore une fois, il n'y a pas de justification, et à la fin, on arrive
Alors, je sais pas si c'est moi qui fatiguais, mais ou notamment parce que la mise en scène devenait trop documentaire sur la fin. À la fin, on arrive à une espèce d'obstruation, enfin d'obscuration, je sais pas, j'essaie d'inventer un terme, non, de saturation, que ce soit visuel, sonore ou. En fait, à la fin, il n'y a plus de récit dans le film. Le troisième acte, c'est juste des gens qui se tirent dessus pour, mais vraiment pour rien. Qui vraiment, on veut juste tout défoncer comme si on jouait au Playmobil, quoi. Donc j'ai trouvé la fin beaucoup moins intéressante, notamment parce qu'elle était beaucoup plus lourde et sans, pour moi, beaucoup plus sans intérêt. Vraiment, c'était juste des gens qui se tiraient dessus. Mais en même temps, ça représente assez bien le propos, je trouve. Et c'est à la fin, c'est pareil avec le président, voilà, on le tue pour rien, quelque part, on tue un peu tout le monde, et voilà, c'est juste le but, on flingue tout le monde, quoi. Et rien n'a de sens, en fait, on est juste tous en train de se tirer dessus, donc sur la fin, c'est vrai que c'était un petit peu lourd, un petit peu. Mais en même temps, je trouve que ça représente bien aussi le principe du film, en fait, on se tue tous pour rien, c'est un peu ce que dit le film, finalement. Mais bon, du coup, ouais, je trouvais ça un petit peu lourd sur la fin du film. Euh, mais notamment parce qu'au niveau de la mise en scène, pour moi, c'est devenu juste qualitativement beaucoup moins intéressant. Donc bon, et puis là, il n'y avait plus de personnages quasiment sur la fin, voilà, vu que Lee décède et que l'autre mec est mort et tout. Bon, je trouvais ça un petit peu moins intéressant. Et bon, bref, ce que je disais, c'est que voilà, du coup, le film oppose cette espèce de malheur voilà, qui est représenté par l'humain qui s'autodétruit, en gros, avec la nature qui est très harmonieuse, qui est très posée, qui est très verte, très douce, très jolie tout simplement, quoi. Très jolie et très innocente en fait quelque part, très innocente. Alors qu'en fait les deux sont des êtres humains. Les arbres sont autant des êtres humains que les humains. Enfin des êtres humains, non des êtres vivants, pardon. Les arbres sont autant des êtres vivants que des êtres humains. Et sauf qu'il y en a qui s'entretuent vainement pour rien, jusqu'à qu'il n'y en ait plus aucun. Et en fait, il y a une espèce d'opposition constante entre, quelque part, je vais peut-être très loin dans l'analyse, mais il y a une opposition constante entre les arbres et les humains. Les humains, ils parlent, ils bougent, ils sont intelligents, ils réfléchissent, mais finalement, c'est ceux qui se tuent le plus. Alors que les arbres ne bougent pas, ont l'air de ne pas penser, ils sont juste là, comme ça. Mais en fait, c'est. Il y a une forme d'opposition, voilà, un petit peu par le mouvement. En fait, ils sont là, mais ils ne font rien, ils ne font rien d'autre que juste vivre sans faire de mal aux autres, quelque part. Vous voyez. Bon, pour moi, c'est un peu ce que représente visuellement les arbres, en tout cas. Encore une fois, cette espèce de chaos ambiant dans un cadre qui ne devrait pas être aussi chaotique. Donc, il y a une position très intéressante, je trouve. C'est un peu toute l'histoire avec. C'est une forme d'ironie, en fait, hein, visuelle. C'est un peu comme avec la scène avec Jesse Plemons. Bah, le mec, il est en train de buter tout le monde, mais il s'en bat les couilles. Il a des lunettes complètement ridicules, rouges comme ça, là. Il peut faire, d'ailleurs, le rouge, ça représente le sang ou l'Amérique, hein, de manière générale. Enfin, les couleurs un peu de l'Amérique. Euh, du drapeau américain, en tout cas. Donc, et c'est un peu ce que représente le personnage, hein, l'extrémiste américain, voilà, quoi, qui est un petit peu clairement conservateur, quoi. Bon, bref. Bon, d'ailleurs, ce mec tue tout le monde, on sait pas trop pourquoi. Enfin, ici, il tue les gens par racisme, entre guillemets. Bon, c'est vraiment un taré, ce mec. Mais bon, c'est un peu le. Je voulais dire, voilà, c'est cette ironie qui est représentée un petit peu par la scène avec Jesse Plemons, parce que le mec est en train de buter tout le monde alors qu'il y a une musique de Noël et tout. Enfin, ouais, ça, c'est un cas classique d'ironie euh, entre le visuel et l'horreur et le son. C'est utilisé beaucoup en film d'horreur. Vous avez une. Souvent, on détourne dans un film d'horreur des musiques qui sont censées être joyeuses en musique effrayante. Voilà, pour, entre guillemets, perturber le spectateur et donc, comment je pourrais dire, détourner quelque chose qui est censé être plaisant en quelque chose d'horrifique. C'est un peu quelque part ce qu'avait fait par exemple Evil Dead Rise avec le fait de transformer la mer en monstre. Voilà, il n'y a rien de pire que transformer quelque chose qui est censé nous rassurer en quelque chose de monstrueux. C'est un peu, je sais plus, c'est Sadako, je crois, dans Ju-On. Je sais plus, je me trompe, parce que je confonds Ju-On et The Ring, mais je crois que c'est Ju-On. Sadako, je sais même plus si elle s'appelle Sadako, mais bon, voilà, le monstre japonais avec les cheveux longs, la jeune fille, le fantôme là avec les cheveux longs dans Ju-On, qui est sous ta couette dans ton lit alors que t'es en train de te pioncer là. C'est exactement ça, voilà, vous êtes dans une chambre, c'est censé être un endroit rassurant, c'est pas censé être un endroit où on est censé se faire attaquer par un monstre. Mais bref, c'est un peu ça, c'est une espèce d'ironie. Voilà, c'est un peu une forme de détournement, si vous voulez. Bah, c'est exactement la même chose, ouais, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, entre l'horreur qui se déroule, des gens qui s'entretuent, et le paysage qui est tout simplement magnifique et très beau, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs qu'il fait toujours très beau,
pendant tout le film, vraiment, il y a deux scènes de nuit finalement. Il y a une scène de nuit pendant le road trip, mais il se passe pas forcément quelque chose d'horrible. Mais sinon, tout le reste, à chaque fois qu'il se passe quelque chose d'horrible, c'est en plein jour, c'est ensoleillé, c'est quelque part sous des projecteurs. Donc bon. Oui, excusez-moi, je reprends. Donc bref, parce que je devais recouper et tout machin. Donc tout ça pour dire que bref, voilà, j'ai adoré ce film. Et encore une fois, pour revenir un peu sur la dernière partie du film, j'ai vraiment pas aimé la dernière. En fait, ce que j'ai adoré toute la partie road trip du film. Enfin, en fait, j'ai adoré tout le film, sauf la fin. Vraiment, la fin, je l'ai trouvée ennuyante, inintéressante. Euh, je trouvais que au niveau de l'émotion qu'elle pouvait procurer, je trouve que justement il y avait beaucoup moins d'émotion. En fait, pour moi, le film avait fait le tour de ce qu'il voulait raconter. Et justement, je trouve que le film avait réussi à rester dans un équilibre entre voilà, l'artistique d'un côté et le bourrin de l'autre, entre guillemets, et la cruauté, voilà, et le chaos de l'autre, entre guillemets. Mais je trouve que la fin, voilà, c'est trop de chaos, trop d'aspects documentaires, trop de gens qui se tirent dessus, avec beaucoup moins d'impact et beaucoup moins de mise en scène qu'avant et beaucoup moins de tension finalement. Parce que par exemple, la première scène où il y a vraiment des tirs et où les personnages sont intégrés là-dedans, c'est une scène qui est quand même assez stressante, je trouve. Et comme je disais, il arrivait quand même à garder un certain réalisme par rapport à ce qu'il traitait, par rapport aux scènes de tir, comment il les traitait. Je trouve qu'il gardait un certain réalisme, voilà. Notamment avec, parce qu'il y avait une certaine retenue. Au fond, c'est ça, le réalisme, des fois, c'est la retenue. Lorsque vous regardez des vidéos sur internet ou des gens qui tirent, bah, c'est pas John Wick, c'est pas Mission Impossible, vous voyez ce que je veux dire. Donc il avait réussi, je trouve, à retranscrire cette espèce de réalité, quoi, de réalisme probant et choquant, notamment par rapport au sound design et au fait qu'il n'y ait pas beaucoup de muzzle flash, et etc. etc. Et cetera. Et c'est dû aussi notamment aux réactions des personnages qui sont, mais qui aident beaucoup à l'immersion aussi, parce qu'en fait, dans ce genre de film d'action, les personnages ont très peu d'émotions finalement, et donc ce qui donne l'impression que c'est normal ce qu'on voit, que de se faire flinguer dans tous les sens et tout. C'est ce que faisait un peu Sicario aussi, voilà, rajouter de l'émotion dans les réactions des personnages pour montrer que tout simplement ce qui se passe, ben, c'est pas normal. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais voilà, c'est une espèce de biais, quoi. Les personnages, s'ils réagissent de cette manière, on aura envie de réagir comme eux. Parce que ça, c'est humain, c'est je sais plus comment ça s'appelle, un espèce de. C'est pas. J'allais dire une connerie, mais bon, bref, c'est. Je sais plus comment ça s'appelle là, le neurone, je sais pas quoi, enfin je sais plus, bon, je sais plus. En gros, il y a un truc miroir, neurone miroir, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est humain, mais bon, en gros, c'est de l'empathie visuelle. Lorsque vous voyez quelque chose, vous avez l'impression de faire la même chose. Par exemple, quand vous voyez quelqu'un manger du poulet sur internet, un putain de mukbang, et vous aurez envie de manger du poulet parce que votre corps va avoir l'impression de manger du poulet. Voilà, c'est une espèce de truc miroir comme ça. Mais ça fonctionne exactement pareil avec les films. Lorsque vous allez voir quelqu'un pleurer dans un film, vous aurez techniquement plus envie de pleurer. Voilà. En tout cas, votre émotion va plus être guidée par le fait de pleurer plutôt que par rire, par exemple. Voilà, vous allez copier, en fait, sans vous en rendre compte, votre cerveau va un peu copier ce qu'il va regarder. Donc, en fait, voilà, les émotions des personnages et les réactions des personnages aident beaucoup à l'immersion et à la réappropriation de nos propres émotions. En tout cas, ça guide nos émotions dans un sens. Et donc, en fait, le fait de voir des personnages, et ça j'ai adoré, réagir de manière réaliste, mais en fait, finalement, on le voit pas assez dans les films. Genre, par exemple, il y a un moment, il y a Kelly Spacey qui vomit, mais vraiment, mais bien, qui gerbe bien dans la voiture. Il y a des personnages qui pleurent, ils crient, ils sont sous tension. Et enfin, ouais, en fait, il y a des réactions logiques, mais en fait, qu'on ne voit pas assez dans des films. Et des fois, on a l'impression qu'il faut attendre des films violents ou des films d'horreur pour avoir des réactions logiques. Mais j'ai trouvé ça vraiment bien. Genre, par exemple, après la scène de Jesse Plemons, ils ont tous failli se faire tuer et tout machin. Bah, ils sont tous en stress et j'ai adoré cette scène où en fait on voit Jesse, enfin non pas du tout, je sais pas comment il s'appelle le Joel dans le film, que j'ai adoré aussi, j'ai adoré ce personnage. D'ailleurs je pense que Joel c'est en référence à The Last of Us peut-être, je sais pas. Parce que moi quand je voyais la bande je disais que ce mec c'était un faux Pedro Pascal alors qu'en fait pas du tout, bon, c'est juste qu'il est un peu typé, mais je l'ai déjà vu dans un film mais je sais plus trop quoi, mais j'ai adoré ce personnage, j'ai trouvé super sympa aussi. Vraiment sympa, mais je pense que Joel ça vient de The Last of Us parce que ça fait forcément penser un road trip, une Amérique désolée, un personnage qui s'appelle Joël, bon, pour moi, c'est pas vraiment un hasard. Et puis même, il ressemble un peu physiquement, finalement, quand on y réfléchit. Voilà, un homme un peu âgé, avec des cheveux courts, bruns, voilà, un peu le seul. Ouais, parce que l'autre il est vieux, donc en fait, si on met de côté l'autre, en fait, c'est un peu le seul mec qui conduit souvent et tout machin, il guide un peu les gens. Enfin, moi, je trouve que voilà, bon je sais, peut-être que je vais loin, mais bon, bref, j'ai adoré ce personnage, mais notamment, voilà. Donc en fait, après la scène où Kyle Spany a failli se faire tuer et tout machin, ils étaient tous sous tension et tout machin, ils se cassent en voiture,
Et il y a Kyle Spacey et donc ce personnage qui se regarde et en fait ils se mettent à crier et à pleurer de peur. Et cette scène elle est super bien quoi. Genre c'est une scène qui est bateau mais qui fonctionne vraiment bien. Vraiment, j'ai vraiment adoré. Il y a quelque chose qui fonctionne. Donc voilà, cette espèce de viscéralité qui est vraiment impressionnante, cette espèce de réaction voilà, pure et dure qui fonctionne, mais à un point. Kelly Spiny aussi, elle joue très bien la peur. Voilà, elle pleure des fois comme ça, machin. Elle est choquée par ce qu'elle voit et ça fonctionne avec une justesse mais phénoménale. En fait, ce que j'aime bien dans le film, c'est que des fois il y a de la tension, mais qui est représentée de manière finalement assez sobre et assez simpliste, mais qui fonctionne bien. Par exemple, la scène où ils arrivent à prendre de l'essence et qui commencent un peu à faire des discussions, à essayer de trouver un deal pour l'essence, etc. Et que Kelly Spacey veut prendre en photo un truc et que tout de suite tu vois un peu le genou un peu. C'est un peu excessif, mais en fait le mec cracaille un peu chelou qui arrive et qui suit Kelly Spacey et tout machin. En fait, il y a plein de références des fois où les personnages disent tous en gros que Kelly Spacey c'est une bonne nana et qu'ils veulent tous un peu la, la pécho, quoi. C'est dit en fait par le biais de plusieurs personnages, notamment le chinois dans la voiture qui dit ouais, très bien, très bon choix, machin. Je vais pas faire l'accent chinois parce que ça c'est. Voilà. Mais bon, il dit ouais, très bon choix, je préfère cette passagère et tout, machin. Donc en gros, il dit voilà, que la meuf est bien pour lui, quoi. En gros, qu'il veut un peu se la faire, si vous voulez. Pareil avec la racaille qui la suit et tout, machin. Ben, ça se voit voilà, que le mec il veut faire des trucs avec elle. C'est aussi un peu avec le cas avec Joël où on dit indirectement au moment qu'il avait dragué, etc. Enfin bon, bref. C'est dit quand même, c'est appuyé plusieurs fois dans le film, et pour moi ça me fait penser un petit peu à Men aussi, du coup les hommes qui sont tous là en train d'essayer d'avoir un petit peu la nouvelle femme qui arrive un petit peu dans le groupe. Bon, parce que c'est que des hommes qui font ça, c'était pas des femmes, donc bref, moi ça m'a fait penser un petit peu à Men, clairement, cette espèce de. Voilà, mais bon, encore une fois, pour moi il y a un peu que les hommes pour penser un peu comme ça, mais bon. Bref, enfin, après penser et faire, c'est deux choses différentes, hein, bien évidemment, hein, mais bon. Et puis il y en a qui sont plus gentils que d'autres, hein, bien évidemment. Bon, bref. Mais bon, par exemple, cette scène voilà, où ce mec, la racaille, commence à suivre Kyle Spani, il l'accompagne dans son coin, là, dans la station-service. En fait, c'est des trucs cons, mais qui fonctionnent très bien. Genre, en fait, on le sent pas tout de suite, on le sent pas, quoi. Le mec qui arrive et qui suit la meuf, vraiment, on le sent pas du tout, quoi. Entre son physique, le fait qu'il soit armé, qu'il est isolé avec elle. Et puis, il y a un truc con, mais il y a un moment, on voit qu'il la suit. Il y a un cut sur Lee qui commence à suivre ce personnage. Et ensuite, on a un cut sur Kelly Spacey, toute seule dodo, et ensuite on entend un bruit, et ensuite elle se retourne, et là il y a ce mec. Ben, ça, pareil, c'est un truc de film d'horreur en fait, mais faire un bruit, bon, c'est pas qui fait le bruit, etc. Bref, il y a des moments de tension comme ça très bien gérés qui sont très simples, mais qui fonctionnent très très bien. C'est pareil un peu avec la scène du sniper. Genre, c'est une scène qui est assez bateau, qui là aussi fait penser à The Last of Us. Hein. The Last of Us, il y avait une scène de sniper comme ça, dans le jeu et dans la série. Hein. Je vais pas commencer à parler de la série de Last of Us parce que je n'aime pas du tout cette série, mais bon, c'est pas grave, je vais pas revenir là-dessus. Enfin, revenir parce que j'ai déjà tourné des vidéos, mais je les ai pas sorties. Parce qu'en fait, de base, je tourne des vidéos comme ça, pas pour YouTube en fait, hein, je les tourne juste comme ça pour m'amuser. Donc voilà. Je vais regarder combien de temps je suis parce que là je blablate, mais ouais, ça va. Là, je suis à ma troisième vidéo. Les deux premières faisaient une demi-heure, donc je suis déjà à plus d'une heure, presque 10 là de vidéo, mais bon, bref, c'est pas grave. Pour une critique, ça fait un peu long quand même. Mais bon, bref, qu'est-ce que je voulais dire. Donc, bref, il y a des moments de tension qui sont bien gérés, comme la scène avec le sniper qui fonctionne très bien. Genre, je trouve que quand ils se font tirer dessus, franchement, on s'y attend pas vraiment, quoi, franchement. Donc voilà, ça aussi, c'est du build-up, quoi. C'est du build-up pur et dur de film d'horreur. Mais pardon, c'est pas la scène de Jesse Plemons, les Christmas Tree et tout machin, la musique là, le Christmas Song là. Ça, c'était avec le tireur d'élite. Donc, pardon, je me suis trompé. Mais en attendant, Jesse Plemons avait quand même les lunettes rouges un peu ridicules, donc ça fait quand même t'as envie un peu de rigoler, mais en même temps t'as envie d'avoir peur, donc bon, je trouve que ça fonctionne bien. Le fait, ça montre bien que le mec il en a strictement rien à foutre, mais qu'en fait c'est un gros fou dangereux, enfin j'ai adoré ce personnage. Même le fait que, je reviens sur Jesse Plemons vite fait, le fait qu'il ait tué deux personnes et que les personnages soient choqués et ne savent plus parler, et que lui, en fait, il se moque du fait que les personnages ont envie de se sauver la vie par la parole, en disant oui, monsieur, s'il vous plaît, voilà, ils essayent d'être respectueux pour éviter de se faire tirer dessus, alors qu'en fait, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est qu'il soit américain, voilà. Donc c'est comme ça qu'il tue des gens, voilà, ceux qui sont pas pour lui des vrais États américains, ben, il tue les autres, mais bon, donc en fait, c'est la seule raison qui les dissuade de les tuer. Donc c'est un peu du hasard, parce que c'est l'État d'où ils viennent. Bref. Mais enfin, bref. Mais, euh, mais du coup, voilà, j'aime bien. Et en fait, il se moque même des personnages qui ont peur. Voilà, oui, monsieur, allez, vas-y, parle, parle, parle. Parce qu'en fait, le mec, vraiment, il a pleine puissance sur les personnages. Et j'ai adoré à quel point, avec.
fait, c'est un méchant, mais un gros con, quoi. Genre, tu sais, c'est vrai que c'est vraiment un gros con, et la vérité, c'est que si t'aurais été à la place de ce mec, mais ça se trouve, t'aurais fait pareil, quoi. Ça se voit que ce mec en a rien à foutre, et il est juste là à se moquer des gens qui sont en train de se pisser dans leur froc parce qu'ils croient qu'ils vont mourir. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment très glauque. En fait, c'est très simple, mais c'est très glauque comme manière de présenter un personnage de manière négative, en fait, quoi. Enfin, vraiment, en fait, le mec, c'est vraiment un gros con, quoi. Et ça fonctionnait du tonnerre. Et c'était, encore une fois, c'était pas dans l'excès, mais ça fonctionnait du tonnerre. Vraiment. Puis même des fois, il va y avoir des jeux en mode. Il va tenir son arme, il va la remettre, ce genre de truc. Et du coup, on a l'impression qu'il va tirer dessus, alors qu'en fait, non, il tire pas dessus. Enfin, j'ai adoré, quoi. Franchement, c'était très très bien. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Mais je sais plus de quoi je parlais. Je parlais du cyberpunk, machin, l'ironie, tout ça. Oui, donc oui, que du coup les scènes de tension fonctionnent. Voilà, donc il y avait du build-up comme ça et de la tension, et donc ça fonctionnait très bien. Notamment toute la scène de Jesse Plemons, c'est une scène de tension aussi. On suppose que les personnages vont se faire tirer dessus, on sait pas quand, on sait pas comment, on sait pas comment le mec fonctionne, on sait pas ce qu'il va faire. Ça aussi j'ai bien aimé, genre beaucoup de fois dans le film, les personnages observent à travers l'œil de leur propre objectif pour observer ce qui se passe. Et donc c'est intéressant parce que du coup on voit une scène de loin, qu'il n'y a pas vraiment de son, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, etc. Donc je trouve que ça fonctionne bien. Par contre, un petit point négatif par rapport au film, je trouve que le film, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un procédé cinématographique qui existe, mais Alex Garland va faire beaucoup de scènes et j'ai été choqué, enfin choqué, un peu perturbé en tout cas. Et des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas du tout. Beaucoup de fois dans le film, il y a des scènes qui sont muettes, c'est-à-dire que des fois, il y a vraiment zéro, enfin il n'y a aucun bruit, zéro effet sonore, zéro bruit, rien du tout, et il va mettre de la musique par-dessus, devant une scène, notamment la scène du feu par exemple. Et donc ça va faire vraiment très clip, et ça, il va le faire au moins 4 fois, ou peut-être même 5, avec des musiques différentes à chaque fois. Et des fois ça va fonctionner, et des fois ça va pas du tout fonctionner. Par exemple, au début du road trip, lorsqu'ils partent au début, et qu'ils arrivent dans les rues un petit peu à la sortie de New York, je crois qu'ils sont à New York au début, ou je sais plus, oui c'est ça, oui, à la sortie de New York, ils arrivent dans ça fait un peu comme dans la guerre des mondes de Spielberg, ils arrivent dans une autoroute complètement bloquée avec plein de véhicules abandonnés et tout. Et là, voilà, on commence un peu le road trip et en fait, ça dure peut-être aller même pas 2 minutes et on suit plein de paysages différents, donc on comprend qu'ils avancent. Donc là, c'est une scène en plus en montage, c'est pas une scène spécifique voilà, qui dure 5 minutes et il y a la musique, non, c'est une scène de montage voilà, qui fait des ellipses, qui fait des flash forward et donc il y a cette musique voilà, ambiante qui se lance et tout machin. Et au début, j'ai pas trop apprécié, mais encore, c'est pas la pire. Mais en fait, j'ai été assez perturbé parce que j'aime pas trop ce genre de technique. Je trouve ça un peu classique. Et des fois, je trouvais pas vraiment ça bienvenu. Ça sortait un peu de nulle part, notamment avec la scène du feu. Je trouve que ça fonctionnait pas du tout. J'aurais préféré que la scène du feu soit avec les effets sonores basiques du feu, quoi. Genre, j'aurais préféré, quoi. Ou peut-être qu'ils mettent de la musique, mais avec la radio, par exemple. Je sais pas. Il y a des scènes vraiment, je trouve que ça nous perd vraiment. Mais par contre, il y a des scènes, ça fonctionne bizarrement, étrangement bien, notamment, et là j'ai compris pourquoi il avait utilisé ça, parce que dans la scène du feu et dans la scène dont je viens de vous parler du montage, je trouve que ça vient un peu de nulle part. Alors que par exemple, là, la scène que je vais vous décrire où ça a fait ça, je trouve que c'est super logique. C'est la scène où c'est la première fusillade, le lendemain de la soirée, de la première soirée des personnages. On cut tout de suite sur une fusillade, d'ailleurs ça c'est un effet qui fonctionne bien. On cut tout de suite sur une fusillade. Et donc là, on suit des gens se faire tirer dessus. Et en gros, à la fin, bon, ils arrivent à retrouver les gens et tout, et ils tuent un des mecs qui était blessé, et ensuite ils font des otages, et ensuite ils les flinguent tous. Bref, et ce que j'ai trouvé vachement intéressant, c'est qu'en fait, cette scène elle est vraiment, là pour le coup, ce que j'ai bien aimé avec cette scène, si toute la fin du film aurait été comme cette scène, ça aurait été génial. Ça aurait été vraiment génial. Parce que là, c'était en mode documentaire et tout, mais il y avait beaucoup de tension, beaucoup de build-up, pas mal de hors-champ aussi des fois, et puis là les bruits de tir étaient beaucoup plus intéressants, en fait on comprenait beaucoup plus ce qui se passait, quoi. Alors qu'à la fin on comprend pas vraiment ce qui se passe, on est perdu dans la localisation, il fait noir en plus, on comprend pas vraiment, il y a trop de soldats, trop de choses qui se passent, on a du mal à comprendre ce qui se passe. C'est un peu le bordel, et bon j'apprécie pas trop. Alors que là je préférais en pro, c'était une situation qui était quand même un petit peu plus intimiste, voilà. Et au fond je trouve et puis il faisait jour, on voyait plus, et puis je trouve c'était peut-être la première fois aussi qu'il y avait les coups de feu, donc je trouve qu'on ressentait plus j'étais plus sous les nerfs, tout simplement. Et notamment parce que la scène était plus longue et je vous dis, on se concentrait plus sur le build-up. Genre, il y a des personnages qui montent doucement les escaliers et tout, alors qu'on entend quelqu'un agoniser, on sait pas s'il fait semblant ou pas, etc. S'ils sont tous morts, bon, bref.
Et donc à ce moment-là, c'est un peu la première fois que Kelly Spenny voit des gens se faire tuer. Et bref, ils étaient quand même stressés parce qu'ils ont failli se faire tirer dessus et tout, les gens de la presse et tout. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que du coup, au moment où le personnage, qui était pour le coup vraiment en train d'agoniser parce qu'il s'était fait tirer dessus, on lui tire une balle dans la tête et du coup il décède. Et pareil, une mort très très réaliste et très crue, quoi. Et vraiment, j'ai rarement vu des morts aussi choquantes dans un film. Vraiment. Et du coup, j'ai kiffé parce que c'est super rare. Et j'aime bien, voilà, souvent je me plaignais de certains films, ouais, mais les morts sont pas assez réalistes. Ben là, les morts elles sont super réalistes et vachement crues, et vachement. On a l'impression de regarder un truc à la télé, quoi. Donc moi j'aime beaucoup cette. Pas esthétiquement, mais au niveau de la. Euh, comment je pourrais dire, de la réalisation des morts, en tout cas, c'était très bien fait, quoi. Donc très, très, très bien foutu. Mais bon, bref. Et du coup, à ce moment-là, cette personne meurt. Et là, il y a une musique très funky qui se lance. Assez connue d'ailleurs, je me rappelle plus de ce titre, mais assez connue. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que j'ai l'impression que cette musique un peu funky représentait, encore une fois, l'espèce de mur qu'essaient de se mettre les personnages de la presse entre ce qu'ils voyaient et ce qu'ils voudraient ressentir. C'est-à-dire qu'en fait, cette espèce de distance émotionnelle qu'ils essayent d'invoquer dans leur métier. C'est ce que dit Lee au début en mode oui, mais non, tu dois pas être émotionnellement. Tu dois pas laisser place à l'émotion, quoi. Tu dois pas pleurer, machin, tu dois être distante, etc. Encore une fois, tu prends une photo, c'est pas à toi de juger, c'est aux autres de juger. Nous, on prend juste et on donne aux autres, et puis c'est tout, c'est notre boulot et tout, machin. Donc, notre but est très ferme et tout, machin. Mais malgré tout, en fait, les personnages ont beau dire ça, donc Lee a beau dire ça, Kelly Spenny a beau dire ça. Kelly Spenny devient comme ça à la fin du film, mais Lee a beau dire ça, Joel a beau dire ça, etc. Bah, ça reste des humains qui sont touchés par ce qui se passe émotionnellement. Et donc j'ai l'impression en fait que et donc à ce moment-là, donc le son s'arrête, il n'y a plus aucun son, donc même lorsqu'on tue les merde, pardon, même lorsqu'on tue les gens qui se sont fait kidnapper, voilà, ils ont vous savez, des espèces de thé doré noir sur la tête et il y a un mec qui leur tire dessus avec une énorme sulfateuse, donc ça fait quand même assez ridicule, mais finalement en deux points, ça représente la folie des militaires qui se lâchent en tirant avec leur mitrailleuse et qui sont tout contents. Donc voilà, il y a une espèce de folie un petit peu meurtrière, donc ça représente un peu l'engouement qu'ont les militaires à faire sauter les autres, de une, mais je trouve que ça représente surtout voilà, l'espèce d'apathie qu'essayent d'avoir les photographes de guerre. J'ai l'impression que cette musique couvre toute cette horreur, encore une fois il y a une forme d'ironie, mais j'ai l'impression qu'il couvre toute cette horreur sensorielle et non pas visuelle, parce que le visuel il le voit, mais toute cette horreur euh, auditive, donc les bruits de tir, les gens qui crient, etc. Tout ça, il le couvre d'une musique très sympathique. On a l'impression, en fait, c'est comme si vous voyez quelque chose d'horrible, mais que vous mettiez vos écouteurs avec votre musique préférée, vous faites genre, mais non, mais il se passe rien et tout, voilà. Un petit peu comme la bande-annonce de Dead Rising 2, pour ceux qui s'en rappellent, ben, c'est un petit peu le même délire pour moi. Donc j'ai l'impression que les personnages mettent une espèce de casque comme ça. Pour se dire, oh, mais non, mais j'entends rien, c'est pas grave, c'est pas grave. Et puis même, j'y viens d'y penser, mais finalement, le fait d'enlever le son, et vraiment il le fait beaucoup de fois dans le film, le fait d'enlever le son, ça représente aussi beaucoup, finalement, le fait de prendre des photos. Quand on prend des photos, on prend une image, mais on prend pas de son. Voilà. Et finalement, c'est un peu la même chose. Voilà, le fait qu'ils filment comme ça, mais qu'on voit l'image, mais qu'il n'y a pas de son, ça fait vachement photographie. Donc, encore une fois, je vous disais qu'ils utilisaient la photographie pour être en distance avec ce qu'ils voyaient, et donc pour se détacher émotionnellement de l'horreur qu'ils voyaient. Donc, il y a un parallèle vachement intéressant entre les deux. Et puis, c'est assez intéressant parce que vraiment, Garland utilise beaucoup ce processus-là des fois. Et des fois, il met pas de son, il met de la musique par-dessus, mais des fois, il met juste pas de son et il n'y a pas de musique. Donc en fait, c'est juste des plans avec des gens et il n'y a pas de son. Notamment le plan avec Kelly Spenny et Joel qui crient dans la voiture, bah, il n'y a pas de son. Voilà. Ou pareil, beaucoup plus tard, lorsque Joel découvre que son ami est mort, le vieil homme, bah, il crie, mais il n'y a pas de son. Et ce que je trouve intéressant, encore une fois, c'est qu'on a l'impression que toute c'est assez intéressant parce qu'on a l'impression que c'est les personnages eux-mêmes qui essayent de se taire, voilà, encore une fois en se disant mais non, faut pas laisser place à l'émotion, etc. Qui essayent de cacher leur émotion derrière leur objectif de caméra et donc il y a juste le visuel et pas le son. Mais ça pourrait aussi représenter quelque part le fait que malgré le fait qu'ils souffrent, malgré le fait qu'ils ressentent de l'émotion, ben, ça changera rien à ce qui va se passer. On a l'impression que le fait, vous savez, c'est comme quand vous êtes sous l'eau et que vous criez, on n'entend rien, mais c'est un peu la même chose. En fait, le personnage de Joël il crie comme ça, là, on le voit dans la bande, il se contorsionne et tout, mais en fait, ça change rien à ce qui se passe.
il est touché, certes, mais en fait, des gens sont morts et plein de gens vont mourir et lui aussi va mourir et c'est la guerre. Et voilà, on a l'impression que en fait, malgré l'émotion dans ce film-là représente l'humanité des personnages, on a l'impression que cette humanité est compressée. On a l'impression qu'elle est, ouais, qu'on veut on a l'impression qu'on veut faire taire cette humanité. Donc la mise en scène représente un petit peu ça, le fait de faire taire cette humanité quelque part, je trouve. Et c'est un peu ce que représente pour moi la fin du film avec le fait qu'on passe de la forêt verte à la ville, le béton, la nuit, on passe du jour à la nuit et de la forêt, du verdâtre au béton. C'est un peu ça, genre toute l'humanité, le vert, la beauté, etc. Ben, on le réduit à néant dans un espace noir, humaniste, voilà. Quoi de mieux que représenter l'humain avec Washington, voilà, la capitale de l'Amérique. Donc il n'y a pas plus humain comme délire finalement quand on y réfléchit. Et puis avec le président machin et tout, le président américain, tout ça. Bon, bref. Il y a un truc assez intéressant par rapport à ça. Encore une fois, on essaie de faire taire un petit peu la forêt qu'on a vue pendant tout le film, quelque part. Euh, et c'est un petit peu ce qui se passe aussi, c'est assez bizarre, mais c'est un petit peu ce qui se passe aussi pour le personnage de Lee, en fait. Lee devient de plus en plus humaine au fur et à mesure du film, et ensuite elle tait cette humanité à la fin du film. Notamment parce que le personnage lui dit oui, c'est à ce moment-là vraiment où... En fait, c'est bizarre, elle a un parcours un petit peu antagoniste. En fait, elle a un parcours en cercle. Au départ, voilà, on la voit comme le Lee de base, un personnage froid, très connu, très photographe très connu. On dit clairement dans le film qu'elle a pas d'empathie, donc c'est un personnage un petit peu apathique, qui est très en distance, etc., etc. Mais ensuite, elle découvre Kaylee Spaeny, qui est un petit peu son alter ego du passé. Et donc, en fait, elle a peur pour Kaylee Spaeny, qu'elle voit des choses horribles, etc., et qu'elle en fait, elle finisse par être traumatisée par ce qu'elle a vu. Et Kaylee Spaeny a qu'une envie, elle, c'est d'aller sur le terrain, de voir des choses, de prendre en photo, voilà, de devenir photographe de guerre, donc en fait de voir des trucs horribles et tout. Et d'ailleurs, elle le dit vers la fin du film, oh, on est trop proche de l'action et tout. Voilà, elle veut vraiment aller au plus loin, un petit peu comme Joël qui dit, oh putain, j'adore l'adrénaline et tout. En fait, voilà, elle veut voir l'horreur, en fait. Au début, elle a peur de l'horreur, hein. Elle veut voir l'horreur, hein. Et en fait, elles ont des arcs qui se croisent, mais qui vont un peu à l'envers. Mais bon, c'est pas grave. Mais bon, bref, voilà. Donc ça, c'est un peu Kaylee Spaeny de base. Et donc, en fait, Lee a peur que Kaylee Spaeny soit choquée par ce qu'elle voit, comme, comment dire, comme Lee à une époque. Mais elle a peur que Kaylee Spaeny, Leslie, du coup, finisse par apprécier cette horreur. Mais que cette horreur finisse par la détruire. Et c'est exactement ce qui se passe dans le film, en fait. En fait, voilà, Kaylee Spaeny représente le. C'est une forme pour moi. En fait, c'est vachement intéressant. En fait, Kaylee Spaeny représente Leslie. Le parcours de Leslie représente un flashback de Lee, en fait. Si on y réfléchit, Kaylee Spaeny, enfin Lee, je me perds, voilà, je reprends. Leslie, elle a soif, elle veut devenir meilleure photographe de guerre. Elle veut devenir photographe de guerre. Elle n'a pas conscience de l'horreur que c'est, véritablement. Elle n'a pas conscience des enjeux. Mais elle a qu'une envie, c'est de le devenir. Donc elle le devient, elle voit des choses horribles, elle est choquée, mais ensuite elle apprend à ne plus être choquée, elle apprend à prendre sur elle, et à devenir, voilà, à se détacher de l'horreur qu'elle voit. Et donc ensuite elle devient complètement froide, et donc elle fait bien son métier, et elle devient un petit peu la meilleure photographe du monde. Voilà. Donc ça c'est le parcours de Leslie dans le film, parce que finalement c'est ce qui se passe, hein. Au début elle est choquée, elle voit des horreurs, ensuite elle prend sur elle finalement, parce qu'elle a eu des bons torts aussi, mais en fait elle prend sur elle, et ensuite elle prend la meilleure photo du monde, qui est pour moi soit la mort de Lee, soit la mort du président américain, et donc elle devient la photographe de guerre la plus connue, etc. Voilà. Donc finalement ça c'est le parcours de Leslie, mais finalement ce parcours va être rattrapé par le parcours de Lee d'aujourd'hui, et c'est vachement intéressant parce que du coup, Lee en fait retrouve une humanité un petit peu refoulée, des sentiments un petit peu refoulés, et en fait elle se rend compte qu'elle est traumatisée par l'horreur qu'elle a fait semblant de mettre de côté, voilà, qu'elle a mis de côté, mais en fait elle est complètement choquée par ça, et donc elle tombe quelque part un peu en dépression, en crise existentielle, etc. etc. Et donc elle finit par en mourir, en fait, voilà. Elle finit par mourir de cette de ce trop plein d'horreur. C'est un peu ce qui se passe à la fin du film lorsqu'elle essaye de sauver Lee. Elle essaye de se sauver elle-même en fait. Elle essaie de se sauver elle-même
de son propre métier, de son propre désir de vouloir prendre des photos de la mort. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a un dialogue très beau dans le film lorsque Leslie dit oui, j'ai jamais eu aussi peur de ma vie ces quelques jours, mais je me suis jamais sentie aussi vivante. Et en fait, c'est exactement ce que Lear ressentait avant, mais aujourd'hui elle se rend compte que cette sensation de se sentir vivante parce qu'on a peur, et ben en fait c'est ce qui finit par nous tuer. Voilà. Et il n'y a rien de pire en fait de se sentir vivant parce qu'on est proche de la peur. Enfin c'est très beau mais à la fois c'est très horrible. Et donc en fait en fait, elle se regarde elle-même dans le passé en se disant bah en fait oh mais c'est ce que je pensais avant mais aujourd'hui je me rends compte que c'est horrible en fait j'ai vu des choses horribles. Elle dit je croyais me sentir vivante à en prendre des gens morts et tout machin mais en fait c'est horrible c'est une horreur. Voilà. Bref, je vais finir sur ça parce que je suis un peu long là et puis en fait pour être honnête j'ai plus d'espace dans mon ordinateur bientôt là. De toute façon ça va faire presque 1 heure et demie que je parle. Bon, en tout cas, j'espère que je vous ai pas trop perdu avec ce film, mais finalement, je pensais que j'avais pas grand chose à dire, mais en fait, ce film est tellement intéressant que j'ai vachement de choses à dire. D'ailleurs, là, juste pour rajouter, la division des États américains, ou la division, enfin non, c'est plus ça. C'est pas si, la division des États américains. Vous savez, la scène où les personnages vont dans un magasin et en fait, ils sont coupés en deux. Pour moi, ça représente très clairement le, notamment comment elle s'appelle, pardon, excusez-moi, j'ai oublié, pour Kristen Dunst, donc pour Lee, ça représente vraiment sa division entre son devoir et sa division entre son, son sa carrière professionnelle, voilà, son elle professionnel, donc la grande Lee qui prend des photos, etc., etc., etc. Et de l'autre côté, son côté humain, euh, donc ses émotions qui reviennent, et il y a un combat en fait entre les deux constant qui se crée dans le film finalement parce qu'elle alterne entre être quelqu'un de froid qui protège Leslie, etc., etc. Et elle alterne aussi dans des phases où elle est beaucoup plus voilà, photographe, entre guillemets, photographe, et des phases où elle alterne beaucoup plus où elle est beaucoup plus humaine, notamment lorsqu'elle retrouve une forme de féminité, lorsqu'elle s'habille dans une robe, etc. Une robe verte d'ailleurs, verte foncée, mais qui fait quand même référence au vert, donc comme je vous disais tout à l'heure, un petit peu la nature, etc. Le retour à l'essentiel en fait, à l'émotion, c'est presque on dirait presque qu'elle fait de la sophrologie ou de la méditation. Voilà, il y a une forme, des fois, il fait presque un cinéma de méditation, presque, on a l'impression. Voilà, c'est assez envoûtant, c'est hypnotisant. Voilà. Mais bon, bref. Du coup, là, pour moi, ça représente assez cette division et ça pourrait aussi représenter la division entre les deux États. Voilà. Bref, les deux États qui se combattent. Bon. Mais ça représente aussi l'aspect double des personnages de Lee et Leslie qui sont en fait le reflet d'elles-mêmes finalement. L'une dans l'autre finalement. Donc je trouve ça assez intéressant. Mais ce que je trouve triste en fait avec l'histoire de Lee, et c'est assez tragique, et ça sera exactement la même chose avec Leslie du coup, c'est que Lee finalement en fait elle a été choquée par... Enfin, à la fin du film c'est ça en fait, dans le dernier tiers du film elle est complètement choquée par tout ce qui se passe et on a l'impression qu'elle explose, qu'elle fait une espèce de burn-out si vous voulez. Toutes les horreurs qu'elle a vues et toutes les horreurs qu'elle vit maintenant, elle en peut plus et elle craque. Et elle a mal au ventre d'ailleurs. Elle touche son ventre et le ventre c'est les intestins, c'est le guts, vous savez, c'est les ressentis qui se refoulent. Un petit peu comme Leslie qui vomit d'ailleurs, un petit peu ça aussi, elle a mal au ventre, elle recrache. Comme ça. Bon, bref. Ben, Lee, c'est exactement la même chose sur la fin du film. Et il y a un moment donné, et donc en fait là, c'est le moment où elle devient le plus humaine dans le film, et où elle est en accord avec ses émotions, et c'est très beau dans le film. Et c'est très triste aussi, mais c'est très beau. Et ce que je trouve horrible avec ce film, c'est que à la fin, du coup, il y a un des mecs de la presse qui lui dit oui, Lee, j'espère que tu vas pas me voler la vedette pour la photo du président et tout. Et en fait, à ce moment-là, on a un plan très joli en contre-plongée sur le personnage. Et en contre-plongée, comme si on a l'impression que c'est presque, on a l'impression que c'est presque son objectif, son propre objectif qui a été retourné et qu'il a filmé. Bref, on a l'impression qu'il y a une espèce de pression du coup qui se met sur elle, je sais pas. En tout cas, c'est une contre-plongée qui la met pas du tout en valeur. Hein. C'est très claustrophobique comme plan. On a l'impression voilà, qu'elle est enfermée on a l'impression qu'elle observe son propre reflet dans l'objectif. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu comme ça. Là, c'est l'objectif. Comme si elle tenait son objectif et qu'elle regardait et que l'objectif, voilà, l'hypnotisait et lui disait ouais, vas-y, utilise-moi, tu vois. Bon, c'est un plan très, très spécial mais qui est très beau, qui m'a fait penser à Split d'ailleurs, où on voit Anna Taylor-Joy pareil comme ça. Bon, bref. Et donc en fait, à ce moment-là, elle tilt, et d'ailleurs, c'est un des seuls gros plans de la séquence, parce que c'est une séquence en mode docu et tout machin. Bon, et donc on a un gros plan sur son visage. Et donc là on est totalement... Et donc là en fait c'est le moment où elle titre et elle se dit bah allez, je vais, je vais faire la photo quoi. Je vais faire la photo.
En fait, elle renoue avec ses vieux démons, quelque part, ou avec son professionnalisme, ou je sais pas, ou avec son envie d'être supérieur aux autres, ou en tout cas, voilà, elle oublie tout ça, un petit peu tout son voyage, et elle repart sur quelque chose de très froid. D'ailleurs, il y a un plan très joli où Kristen Dunst était vraiment excellente dans le film, j'ai vraiment adoré son personnage, vraiment chapeau, j'ai trouvé kiffante, elle était kiffante dans ce film. Vraiment très très bon personnage. Et donc voilà, maintenant elle se ressaisit et elle redevient froide et elle est en mode allez, on va faire la photo et tout machin. Et finalement, c'est ce qui va finir par la tuer. Euh, voilà. C'est ce qui finit par la tuer parce qu'en fait, elle veut protéger sa propre vulnérabilité, parce que, enfin, ou sa propre humanité, parce qu'en fait, Leslie représente l'humanité de Lee, qu'elle a perdue, et donc cette humanité a failli se faire tuer, et donc elle protège cette humanité, en fait, quelque part, essaye de couvrir cette humanité, et elle se fait tirer dessus. Mais est-ce que le fait de couvrir cette humanité, ça représenterait pas le fait que, comme Lee à ce moment-là redevient froide, apathique, etc., mais ça représente visuellement l'apathie qui reprend le pas sur l'émotion de Lee. Et c'est ce qui se passe en fait dans la scène d'avant, où elle était complètement émotionnelle, mais l'apathie reprend le pas sur elle. Euh, donc ça représenterait plus ou moins visuellement ça, en fait, je sais pas. J'aurais du mal à le dire, mais en tout cas, voilà, elle veut pas, ou d'une autre manière, on pourrait simplement dire que Lee voit que son aile du passé, ou en tout cas l'émotion, l'humanité, voilà, parce que Leslie représente l'humanité, quelque part, euh, ou l'émotion, oui, l'émotion, l'humanité, c'est ce que je disais tout à l'heure, bon bref, ben, elle voit que sa propre humanité s'apprête à se faire descendre, et donc elle protège cette humanité quelque part. Et c'est triste parce que finalement, en protégeant cette humanité, euh, ben, en fait, l'humanité est perdue. Voilà. Enfin, c'est con, mais en fait, bon, en fait c'est plus la première théorie en mode l'apathie qui recouvre l'humanité. Et en fait, c'est bête, mais en fait, leurs chemins sont. Il faudrait que je fasse des dessins, peut-être que je m'y retrouverai plus, mais c'est assez bizarre parce qu'en fait, voilà, Lee retrouve une humanité qu'elle finit par perdre à la fin. En fait, ouais, ils ont des trucs antagonistes. Lee retrouve une humanité pendant tout le film. Bah, disons que Lee retrouve une humanité qu'elle perd vraiment à la fin du film, alors que Leslie, c'est l'inverse. Elle est. euh, elle est humaine. Voilà, elle est humaine. Mais ensuite. Enfin, plutôt l'inverse, non, ouais, on va faire comme ça. Qu'est-ce que je disais? Ouais, Leslie est humaine, mais en fait après elle devient apathique dès que le personnage décède, dès que le personnage de Lee décède. Voilà. Bref. Bon, voilà. Je suis perdu un peu à la fin, mais ou peut-être pendant tout le truc. Bon, c'est pour dire que ce film était excellent. Voilà, je vous le conseille vivement, vraiment. Mais vraiment, j'aurais fait limite, j'aurais voulu plus de scènes de, encore plus de scènes de tension, encore plus. En fait, s'il y avait. Pourtant, c'était déjà assez répétitif, mais j'aurais voulu plus de scènes plus de scènes comme ça en fait. Voilà. Plus de scènes de snipe, plus de scènes de Jesse Plemons, plus de scènes sous tension comme ça. En fait, j'aurais bien kiffé quoi. Franchement, j'aurais bien kiffé. J'aurais vraiment bien kiffé. Mais c'était déjà très bien, hein, franchement, mais j'en reveux encore plus en fait. Voilà, j'en reveux encore plus. Donc voilà. Bref, désolé d'avoir fait une critique aussi longue. Donc voilà, vous aurez compris, je le conseille vaguement, vivement ce film. Et c'est très dommage qu'Alex Garland ne veuille plus continuer à faire des films, mais bon, il fait ce qu'il veut. Et je sais pas s'il va continuer à écrire des films ou pas, mais bon, moi je m'en fous un peu des trucs qu'il écrit. Moi j'aime quand il réalise ce mec, donc franchement, c'est un de mes films préférés d'Alex Garland, hein, avec Men, hein, franchement. Après, c'est deux films assez différents, mais j'aime vraiment beaucoup ce film, quoi, franchement. Donc voilà, je vous le conseille vaguement. Voilà, c'est fini pour cette critique. Désolé, j'allais vraiment dans tous les sens, mais bon, bref, voilà. Mais bon, je vous recommande très fortement ce nouveau film d'Alex Garland, Civil War, du coup. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao.